Bonsoir à tous, très très ravi de vous recevoir ce soir pour un live exceptionnel, encore une fois, sur Endurance Live. On va débriefer les 24 heures de Spa 2021 qui se sont déroulées donc, le week-end dernier en Belgique, dans les Ardennes belges. Voilà. Et donc pour ça, je vais inviter évidemment Laurent Mercier à me rejoindre pour débriefer ces 24 heures de Spa. Et puis aussi, on aura le résultat du jeu aussi, puisque certains d'entre vous ont donné leurs pronostics. Et Laurent Mercier a offert 2 abonnements à son site, abonnement donc spécifique Endurance Info. Et donc voilà, on va voir si quelqu'un a gagné. En tout cas, bienvenue à tous sur le chat. J'espère que vous allez être nombreux. N'hésitez pas à commenter. Petite particularité ce soir, donc l'émission n'est pas streamée par Willy. Donc je pourrais peut-être pas lire vos commentaires, mais en tout cas, vous pouvez déjà commenter entre vous. Et ça risque d'être très très sympa. Voilà. Je vais inviter Laurent. J'espère que ça va fonctionner. Voilà. Donc voilà. Bonsoir à tous encore une fois. Donc c'est un live Facebook. Il est là. Bonsoir Laurent. Salut Jeff, je sais pas si tu m'entends bien. Je t'entends super bien, merci. Ok, bon, bah écoute. Bon, ça va? T'es bien rentré de Spa? Ouais, bien rentré de Spa hier, après 15 jours, enfin 10 jours passés en Belgique à Spa-Francorchamps, c'était plutôt pas mal. D'accord. Bon, il faisait plutôt pas beau, on l'a vu, mais c'est pas grave, ça donne des petits. Ouais, on a connu les deux, on a connu les deux. On n'a pas connu de grosse chaleur, mais Ouais, dans l'ensemble, ça a été quand même. ok, ça marche. Alors, on a eu la chance de recevoir en avant-course pour la présentation de la course, donc le 21 juillet dernier, tu étais là. On a reçu le Boutsen Gignon avec Olivier Lenné et son fils Amaury, donc directeur et adjoint de l'équipe. On a reçu aussi Jean-Louis Daugé de Michel Vaillant, des éditions Michel Vaillant. Et puis tu étais là pour nous présenter la course. Et là, on est ravis de t'avoir avec nous pour débriefer ces 24 heures de Spa. Alors le petit programme, rapidement, pour présenter un petit peu la chose, on va tout simplement revenir sur les abandons, le crash bien sûr, et puis faire un petit bilan par marque, Laurent, si tu veux bien. Et puis évidemment, en fin de live, si ça ne te dérange pas, on parlera des choses qui fâchent, les limites de la piste. Voilà, Ok, ok. Et puis un petit top flop si ça te dit. Ouais, ouais, si tu veux, si tu veux. J'ai pas vraiment réfléchi au sujet, mais pourquoi pas. ouais. Mais pourquoi pas, si on a le temps, si on a envie, un petit top flop. À la limite, je donnerai les miens en premier. Alors c'est Hmm. des top flops qui ne seront pas forcément méchants. Ce sera plutôt constructif. C'était plus pour aller flop, ça sera plutôt les déceptions, on va dire. Je te Et dirai si je suis d'accord avec toi comme ça. voilà, j'ai la pression. J'ai la pression. Voilà, donc je peux pas, donc comme prévu, je peux pas lire vos commentaires dans le chat, donc, puisque ce soir Willy n'est pas là pour streamer, donc vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours débriefer entre vous, commenter entre vous, et puis s'il y a des bons commentaires qu'on a vu, qu'on verra, pardon, que nous verrons après le live, on y répondra. Donc je tâcherai d'y répondre en fonction de ce qu'a dit Laurent, et puis le fait que j'ai regardé la course tout simplement. Donc voilà, j'hésiterai pas. Voilà. Bon, une petite blague pour commencer, Laurent. C'était tes noces de coquelicot Ouais, ce week-end. exactement. Alors, c'est des noces fictives, hein. Oui, oui, tout à fait. Je tiens quand même à le préciser, mais oui, avec mon compère et ami Thomas, on a donc commenté une fois de plus les 24 heures de Spa et une fois de plus une course GT World Challenge Europe. Donc ouais, écoute, plus le temps passe et plus les courses s'accumulent. Et d'ailleurs, Exactement. il a fêté ces noces-là par une victoire au pronostic. Comme quoi tout, Exactement. comme quoi tout arrive. Voilà. T'as perdu un t-shirt dans l'affaire et t'as Oui. mangé avec une cuillère en bois cassée. On a suivi ça de près. Mm. Voilà. C'est Il a fait moche, c'est exprès le moche. café. Il a fait exprès le café. Voilà. Eh ben, même pas en plus. C'est ça le pire. Voilà, c'est C'est dommage. ça le pire. Voilà. Donc ça, c'était voilà, les petites private jokes qu'on a plaisir à suivre. J'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus, Laurent, et je te cache pas que, pas parce qu'on te connaît, mais tout simplement, beaucoup de commentaires hein, sur les réseaux et chez nous aussi sur Endurance Live. Voilà, sur la qualité de vos commentaires, bien sûr, et ça, c'est plus à prouver. Et puis sur votre bonne humeur, et ça, c'était vraiment super, super sympa. Ben, Voilà. on essaie un peu enfin, après, t'en as toujours qui vont dire qu'on sort peut-être un peu trop de la course, mais on essaie de vite y revenir et on essaie un peu
d'amener un petit peu aussi un petit peu de bonne humeur, un petit peu sur les à côté de la course et voilà. Donc bon, on espère que ça plaît. On n'essaie pas d'en faire trop non plus, mais il n'y a rien de prémédité, il n'y a rien de préparé et programmé. C'est un petit peu en fonction aussi. C'est un peu en fonction de la course aussi, tu vois, en fonction des situations. Donc bon, on essaie de faire au mieux. Ouais, exactement. Bon, après, c'est 24 heures, hein, donc même nous, parfois, on sort un peu de la course parce que on va à la cuisine, on va où tu sais, on navigue un peu. Parfois, on va faire une course parce que ben, on peut pas rester 24 heures focus sur une course, c'est extrêmement compliqué, même si Ah bon? ah, quasiment, non, je peux pas. J'ai dormi un petit peu quand même, mais en tout Non, mais cas, nous aussi, on a dormi un petit peu. On n'a pas fait 24 heures sur 24. Enfin, on n'a pas fait la course en intégralité. On était bien, hein, enfin, je veux dire, le petit noyau de personnes qui commentent est le même depuis des années. On s'entend tous très bien. Et si tu veux, il y a aucun ego de qui que ce soit, et que ce soit Anthony, Vincent, Benoît et évidemment Thomas. Ça se passe vraiment très très bien. ouais, ok. Bon, en tout cas, on s'est régalé. On va faire ce petit débrief. Donc, j'avais pas forcément prévu au programme de parler des qualifs, mais j'ai envie d'en parler un petit peu. Bon, l'hyperpole, pardon, ne sert Super plus. Paul, super Paul. Superpole. Et j'ai encore dit l'hyperpole comme le fois. C'est marrant ça. Alors, ouais, la superpole, bien sûr, était très agréable à suivre. La nuit tombante, bien sûr. Des Mercedes assez rapides. Évidemment, Marcello a encore sévi comme l'année dernière, donc c'est une deuxième pole consécutive avec un temps qui était un petit peu inférieur à l'année dernière, supérieur à l'année dernière, puisque les conditions étaient quand même pas tout à fait les mêmes. Très rapide, encore une fois, bon ça on le sait, avec cet équipage avec Jules Boudon et John Cadella. Par contre, je voulais revenir avec toi, Laurence, sur ce petit point précis qui nous a tous marqué. La 32, l'Audi WRT, bien sûr, Ultime WRT, la 32, l'Audi R8 LMS, bah, qui n'arrive pas à faire de temps parce qu'il y a drapeau rouge à 50 secondes de la fin de Q1 ou Q2, je ne sais plus, excuse-moi. Mais C'est c'est pas, dommageable. c'est forcément la Q2 parce que la Q1, comme c'est un équipage à 3, ils n'ont pas roulé en Q1. Exactement. Ouais, c'est Q2. Oui, Q1, c'est pour les 4, exactement. D'ailleurs, en Q1, il n'y avait que 20 pilotes environ. Donc Q2, il y a eu un drapeau rouge et la Ouais, séance ne deux. revient pas. Deux, ouais, deux, tout à fait. Et c'est à la fin. Et donc ça, c'est vraiment dommageable pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé? On a tenté, si tu veux, le but du jeu avec 58 voitures, c'est forcément d'essayer d'avoir un tour clair. Donc évidemment, tu as des pilotes ou des équipes qui préfèrent aussi envoyer leurs pilotes tout de suite en piste au cas où justement il y a une neutralisation, un drapeau rouge et pour Là, je t'entends. T'es revenu. Ouf. et, Vas-y. du coup je sais plus ce que je disais. Oui, donc c'était il y a des équipes qui préfèrent envoyer un pilote tout de suite en piste et d'autres qui préfèrent attendre. Et chez WRT, on a attendu un petit peu pour essayer de donner aux pilotes les meilleures conditions possibles. Et on est parti un peu tard et on a attendu un petit peu longtemps et tu sais, on fait des paris. Donc là, le pari a été perdu. Et voilà, donc écoute, il y en a qui ont beaucoup critiqué WRT. Je pense que critiquer, c'est toujours facile hein, de critiquer. En plus, la période actuelle fait qu'on critique beaucoup de choses et tout. Donc ça, c'est pas forcément une bonne idée. Il a fallu remonter au classement et ça ne l'a pas fait. Maintenant, ce serait difficile de dire, ah oui, mais s'ils étaient allés en Super Pole, ils auraient gagné la course parce qu'ils ont terminé deuxième alors qu'ils sont partis en fond. Maintenant, je veux dire, même si tu pars dernier, ils ont prouvé que tu pouvais remonter. Je veux dire, tu tentes des paris et là, le pari n'est pas passé. Bon, ben, il n'est pas passé, il n'est pas passé. Ouais. Maintenant, peut-être ça, on peut rien reprocher à la prestation de WRT et des pilotes. Ça fait partie des teams de pointe, comme tout le monde le sait. Et voilà, comme l'a très bien dit Vincent Voss, on a essayé, ça n'a pas fonctionné, on assume et on s'est vite focalisé sur la course. Bien sûr, bien sûr. Et tu pensais que moi j'étais intimement convaincu qu'en partant 54e ou 55e de tête, il pouvait remonter avec les fous coursiers, la météo de Spa qui nous permet, parce que Spa a été encore une fois Spa, hein, voilà, avec les Ardennes belges où il pleut toujours au moins une fois pendant la course. Je ne sais pas, j'ai pas les archives. Si un jour il a jamais plu pendant Spa, je ne sais pas si ça a existé depuis 1924, quelque chose comme ça. En Oh, tout cas, ça, bref, forcément. forcément dû arriver.
Voilà. Mm. Ouais, voilà. Donc, je pensais qu'il pouvait remonter, mais à ce point, je ne pensais pas. On va y revenir tout à l'heure quand on va débriefer la marque Audi aux 24 heures de Spa. On en reparlera. Mais avant cela, donc, on va revenir à la course. Donc, un départ qui a été donné sur le sec, avec évidemment Marcello en pôle. Et très, très vite, au bout de quelques tours, l'accident, le crash de 4 voitures. Donc, je ne vais pas dire de bêtises parce que je suis un petit peu fatigué. David Erigon d'Ironmix, qui est impliqué dans l'accident. Kevin Estre, évidemment, en Butronic. Jake Aitokin d'Emile Frey et Franck Pereira d'Emile Frey. Les 2 équipages Lamborghini Pro OTA, si je peux me permettre de dire. Et alors, s'il n'y avait que de la mécanique, c'est pas grave. Mais on a quand même eu très, très peur, Laurent. Mm. En haut du Rédillon, je précise. Ouais, et oui, oui, on a eu très très peur, même si bon, après coup, on a vu que ça s'était bien terminé pour les pilotes puisqu'il n'y a pas de blessés. Alors évidemment, le gros sujet de conversation a été de savoir s'il fallait diffuser les images ou pas diffuser les images de l'accident, même après coup. Donc évidemment, les avis divergent. C'est assez varié. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Bon, après, chacun se fait une opinion. Moi, ce que je vois, c'est que le principal, c'est que les pilotes n'aient rien. Donc, bon, voilà, ça fait partie de la course. Moi, donc ça a vite, comment dire, ça a vite plombé l'ambiance. Parce qu'en plus, là, on a affaire, si tu veux, nous, on n'était pas trop au courant de ce qui s'était passé, mais quand on a su que c'était en plus 4 pilotes professionnels, généralement, sur des courses où tu as du pro-am, tu as souvent un gentleman qui peut s'accrocher avec un pilote pro, évidemment, où c'est le pro qui peut accrocher le gentleman en fonction de la situation. Mais là, on a affaire à 4 pros. Bon, c'est quand même pas n'importe qui, les 4 pilotes impliqués. Et voilà, donc on a été plutôt soulagés de savoir que ça allait bien pour 2 d'entre eux, qui étaient Kevin et Franck, et que pour David et Jack, que c'était un peu plus compliqué, mais que leur jour n'était pas en danger. Ouais. Voilà. Donc après, chacun se fait une opinion de savoir s'il fallait diffuser les images. Moi, je suis plus, enfin personnellement, c'est plus sur le traitement de l'information, enfin c'est plus sur le traitement qu'on réserve à l'information qui, moi, me chagrine. Enfin, je l'ai expliqué dans un article aujourd'hui, quand tu vois la diffusion après la course qui a été faite par la télé belge, la RTBF, j'ai quand même quelques doutes sur l'utilité de montrer les images en boucle pendant quelques minutes. Et puis, en fait, de parler de ça avant de parler de ce qui s'est passé, de tous les points positifs de cette course, de la bagarre qu'il y a eu, du final complètement fou qu'il y a eu, et qu'on fasse trop sur cet accident-là, au même endroit où s'est tué Antoine Hubert il y a quand même encore peu de temps. Et moi, j'ai un peu peur du traitement qui est fait par les médias forcément non spécialisés sur un accident comme ça. Donc écoute, après, chacun a son avis sur le sujet. Voilà. Ouais. Bah, c'est vrai que pour avoir regardé la course d'Antoine Hubert il y a quelques temps maintenant, là où il s'est malheureusement où il a perdu la vie, ça m'a tout de suite rappelé ça. Et moi, si tu veux mon avis de spectateur et de passionné, je trouve que c'est bien que vous passez pas les images, je dirais, tant qu'on ne sait pas l'état des pilotes. Ne serait-ce que pour la famille, déjà, les proches. Ça, je trouve que c'est important. Parce qu'après, à nous d'aller chercher l'image sur Internet si on veut la voir, parce qu'elle y sera. Il y avait des Elle y spectateurs est, qui. hein, elle y est. Enfin, tu vois, Oui, oui, bien sûr qu'elle y est, si je l'ai tu vu. cherches, si tu cherches, tu peux la trouver. Et maintenant, est-ce que ça apporte quelque chose en plus? Alors évidemment, on a lu un peu de tout et n'importe quoi. Je veux dire, personne n'a dit qu'il n'y avait pas eu d'accident, personne n'a dit qu'il ne fallait pas donner le nom des pilotes. Enfin, je veux dire, la seule chose qu'on n'a pas vue, c'est comment ça s'est passé. Enfin, officiellement, je parle, hein, puisque si tu vas sur Internet, tu le trouves. C'est officiellement, c'est ça le truc. Maintenant, moi, je regrette juste d'avoir été inondé de messages de gens qui me demandaient même, enfin, qui au premier abord te demandent même pas comment vont les pilotes, mais qui te demandent juste où est-ce qu'il y a des images. Tu vois, Ouais. c'est plus ça qui me chagrine. Alors, évidemment, je suis pas forcément bien placé pour dire ça parce qu'il y en a 2 des 4 que je connais quand même très bien. Et forcément, c'est pas la même chose que si tu as un pilote qui a le même accident à l'autre bout du monde dont j'ai pas entendu parler, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, c'est pas la même chose. Mais quand on me dit, ouais, mais où est-ce qu'on peut voir les images et tout, et que tu demandes même pas, mais les pilotes vont bien, à côté de ça, j'ai quand même reçu aussi, quand même, faut quand même contrebalancer, j'ai reçu quand même pas mal de messages de gens qui m'ont dit, bah, est-ce que les pilotes vont bien? Mais je me dis quand même qu'on vit quand même dans une période un peu, bon, ça c'est pas nouveau, hein, mais un peu compliqué, un peu bizarre. Et ce traitement de l'info, moi, m'a tendance un peu. Autant, enfin, tu vois, autant ça m'a fait marrer de voir il y a quelques années
la Porsche Cup de Jules Gounon sur l'autre Porsche Cup à Navarra et tout. Bon, ça, à la limite, c'est un accident, mais si tu veux, il n'y a pas de. On le prend plus à la rigolade qu'autre chose. Et tu vois, ou un Pierre Guidi en 2013 qui fait un 360 au départ des 24 heures de Spa et que jusqu'à dimanche 16h30, tout le monde le faisait chier avec ça avant chaque épreuve des 24 heures. Alors que maintenant, il se dit, attends, les mecs, vous allez plus me parler de mon truc, mais vous allez me parler de mon dépassement sur des Venter sous la pluie par l'extérieur, tu vois. Donc ça, les choses changent, mais le traitement de l'info qui est fait, nous, on ne fait pas de voyeurisme. Enfin, je veux dire, on diffuse des vidéos d'accidents, évidemment, un peu comme tout le monde, mais maintenant, tu en as qui vont s'empresser de mettre ça pour faire du clic, tu vois. Maintenant, et Essero, tu vois, là-dessus, on a critiqué Essero parce qu'ils n'ont pas diffusé les images, mais en réfléchissant un peu plus loin, si Essero avait diffusé les images, ne serait-ce que sur une vidéo à part, c'était le buzz assuré, Ouais. ça faisait encore plus de clics, tu vois, Ouais. ça faisait encore plus de visibilité, et ils l'ont pas fait. Mm. Mm. Non, Et mais c'est après, sûr. ça, après il y a eu un débat, même entre nous, hein, il y a eu un débat. Enfin, pour être totalement franc, je me suis assez échauffé avec plusieurs, et chacun a son idée. Maintenant, écoute, moi j'étais sur place, je l'ai vécu un peu différemment, j'ai une opinion, d'autres ont une opinion. Bon, tu peux pas, tout le monde ne peut pas avoir la même idée sur le sujet. Mm. Non, mais c'est sûr. Bon, après, dans le chat, parce que j'arrive à lire un petit peu quand même ce qu'il y a dans le chat, ils sont assez d'accord avec toi et la gestion qui a été faite par le SRO de ce crash au niveau de l'image, comme on vient de le dire, est plutôt bien vu et bien perçu par ceux qui regardent ce live, donc c'est plutôt bien. Moi, j'ai trouvé ça bien ce que vous avez fait, parce que ben, tant qu'on ne se connaît pas voilà, la santé des pilotes et ce qui s'est passé, on respecte au moins ça, et c'est important. Mais Et comme tu dis, mais comme tu dis, excuse-moi Laurent, je te coupe, mais je vais être là-dessus, je suis un petit peu sensible aussi, pardonne-moi, mais je pense que le SRO a eu raison de ne pas faire du BFM TV. Voilà, je vais te le dire comme je le pense. Voilà, tout simplement. après, tu peux dire, ouais, mais 2 heures après ou 3 heures après, on savait que les pilotes avaient, entre guillemets, plus ou moins rien. Maintenant, à un moment, devant une des voitures, les commissaires ont quand même tendu un drap, tu vois, donc personne ne savait trop. Et après, on te dit, ouais, mais on aurait pu les diffuser dans les highlights. Ouais, on aurait peut-être pu diffuser, je sais pas, quelque chose. Ça n'a pas été caché qu'il y a, pas, il y a eu un accident. Maintenant, ça n'a pas, le choix a été fait de ne pas diffuser. Et le problème, c'est ce que je te disais au début. Le truc, c'est que c'est un peu le traitement de l'info. Et je pense qu'il faut faire une différence entre ce qui est arrivé à Romain Grosjean l'année passée à Bahreïn. Tu as la F1 et tu as le reste. Je veux dire, je ne suis pas persuadé que l'info soit traitée de la même façon pour un accident en F1, pour un accident en rallye ou en endurance. Je veux dire, le sport auto, on ne peut pas dire que le sport auto soit un sport qui soit en ce moment très très bien vu. C'est bruyant, ça pollue, ça coûte cher, ça sert à rien. Ouais, et 4 choses qu'on entend le plus fréquemment. Ça, c'est ceux qui ne connaissent pas le sport auto, ça. Mais oui, oui, mais le problème, c'est qu'il y a combien de médias qui ne connaissent pas le sport auto et tu en as combien qui sont Pas prêts à beaucoup. appuyer sur le bouton pour déglinguer le sport auto? Ben oui. Tu vois, j'ai pris l'exemple ce matin pour ceux qui ne l'ont pas lu, j'en ai pour 10 secondes et après je te lâche avec ça. Non, je t'en prie, vas-y. D'un magazine qui fait un truc sur le fils d'Olivier Pernaut et de Nathalie Marquet, donc que tout le monde connaît. Et tu as, un gros titre, accident, je sais pas quoi, enfin le truc, mais tu as l'impression qu'il est mort. En fait, il y a eu un accrochage devant lui en Fun Cup, il a évité l'accrochage. Et on te dit qu'il a échappé à la mort. Ouais, enfin, c'est un peu, là, c'est un peu truander l'information. Hmm. Parce que ça, c'est fait pour faire du buzz. Parce qu'en fait, il n'y a Ouais, même pas eu d'accident, parce que lui, il n'est pas ouais, sorti, déjà. oui, oui. Tu vois, et c'est ça qui est un peu dérangeant, et c'est ça qui fait un peu la presse à scandale et la presse people. C'est ça, moi, qui me dérange. Moi, je fais du sport, je fais pas du voyeurisme ou du bling-bling. Non, non, attention, j'ai pas dit qu'il fallait forcément cacher un accident ou ne pas du tout le montrer. Bien sûr. Maintenant, est-ce que ça aurait servi à quelque chose de le montrer, de montrer la carcasse de la Lamborghini complètement désossée? Oui, peut-être pour dire que la voiture elle est solide, parce que ça a quand même, les pilotes ont quand même pris cher. Maintenant, moi, je me mets à la place même de la famille de Jack Aitken quand à la télé, tu vois la Lamborghini en gros plan dans ce que la télé belge a montré, et que tu vois la tête du pilote avec le casque qui fait ça. Ouais. Si tu veux, ok, il est vivant, mais ça sert à, enfin, c'est quoi l'intérêt du coup? Pour Hmm. dire qu'il y a un accident et que ça fait partie du sport, bah oui, mais ça tout le monde le sait. Sinon, tu vas Hmm. faire du curling ou tu vas faire du Je badminton ou je sais pas quoi. je sais pas si tout le monde le sait, hein. Non, mais je te dis, alors après, moi ma vision est peut-être un peu biaisée parce que je peux pas nier que j'ai beaucoup d'amis dans ce milieu-là et que tu flippes à chaque fois que tu as quelqu'un, t'as quelqu'un.
forcément plus, je te dis, quand c'est quelqu'un que tu connais, que quand c'est un pilote à qui il arrive un accident, je sais pas, au Brésil ou en Argentine, que tu n'as jamais entendu parler et tout. Tu vois, la sensation est pas la même. Euh, Tu vois, moi j'ai des, enfin, tu vois, ces amis-là, moi j'ai l'intention de les garder le plus longtemps possible. Et après, maintenant, je sais que c'est un sport dangereux, je sais que c'est compliqué, je sais que ça peut arriver tous les jours, que ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, dans la rue. Tu vois, il peut t'arriver un accident d'avion, il peut t'arriver plein de trucs. Mais bon, écoute, moi je fais du sport, je suis pas du voyeurisme. Après, chacun Hmm. son truc. Ouais, ouais, mais tout à fait. Tout à fait. Non, non, mais c'est une gestion de l'information qui a été plutôt bonne. D'ailleurs, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, et après on passe à la course en elle-même, on va dire, avec le bilan par marque et quelques petits sujets très intéressants. Euh, Tu vois, nous, on a un groupe Facebook, on a 10 000 abonnés, on en est très fiers. Euh, tu postes un article que je fais moi-même, par exemple, je vais y passer une demi-heure, je vais essayer de raconter une histoire, voilà. J'ai une bêtise, hein, tu vas avoir 20 likes. Tu mets une photo d'une voiture déglinguée, il y a 400 likes. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Bah, t'as tout C'est résumé. un constat que je fais, hein. Je ne critique même pas. Je dis juste, il y a 400 likes. Mmh. Tu mets une Lamborghini défoncée en disant crash à Mizano, tu as 400 likes. Et là, ça commente. Tu mets quelque chose d'écrit, d'un peu peaufiné, d'un petit peu, tu apportes une information qui peut amener un débat. Là, alors je suis Mais pas quelqu'un qui cherche le like, Laurent. Je suis pas quelqu'un qui cherche le like. non, mais le problème, si tu veux, c'est que les gens ne cherchent pas à comprendre et les gens ne cherchent pas à cliquer. Personne clique. Des fois, tu mets un titre, tu as un article, c'est expliqué à l'intérieur. Tu mets un lien, je te prends un exemple. Tu mets un lien pour un direct vidéo. Tu mets juste le truc, tu as juste à cliquer sur le lien YouTube. Tu mets le truc sur les réseaux sociaux et t'en as qui vont commenter, qui vont dire, mais c'est disponible où? Putain, tu cliques sur le bouton, Oui, bordel. oui, oui, oui. On a le même problème. On a le même problème. Et à un moment, tu te dis, mais enfin, c'est quoi votre histoire? Donc ça, alors, tu as le cancer sur la piste avec les limites de la piste et les réseaux sociaux qui, à l'origine, c'est quelque chose vraiment de fantastique parce que ça te permet d'apprendre plein de choses, de discuter avec plein de gens. Tu vois, il n'y aurait pas les réseaux sociaux, tu vois, on serait pas là, je serais pas là à discuter avec toi ce soir ou des choses comme ça. Mais maintenant, tu assistes ou moi, je reçois des messages de temps à autre et là, tu dis, mais les gars, vous avez un problème, c'est pas possible. Si t'aimes pas ou si tu connais pas, enfin, pas si tu connais pas, mais si t'aimes pas et que ça t'intéresse pas, c'est quoi l'intérêt de perdre du temps pour répondre à un truc? Tu vois, moi, je connais rien au rugby, je sais même pas comment c'est, je connais même pas les règles. Tu me vois aller commenter un truc sur le site, je sais pas, sur le site de l'équipe par exemple, sur le rugby, mais si je connais même pas les règles, qu'est-ce que tu veux que j'aille commenter un truc? Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est le C'est sûr. problème de la vie actuelle et des réseaux sociaux Bah, ça va vite. où ça part en live. Je veux dire, Mm. tu peux l'extrapoler en dehors du sport. Quand on a un président de la République qui répond aux gens sur TikTok et sur Instagram. Ok, bon, bah, écoute, c'est bien. Pourquoi pas? Parce qu'il est jeune, c'est parce qu'il est jeune, non. Ah ouais, peut-être. J'avais pas pensé à ça. Peut-être. C'est une idée, hein. Et... Non, non, mais J'ai pas peut-être. dit Mais qu'il, c'est j'ai juste, pas dit qu'il avait raison de le faire. je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je dis juste qu'on n'est Ouais. pas. Enfin, moi, je sais pas. Si on n'est pas habitué aussi peut-être à ce genre de choses-là, mais c'est un peu étrange. Mais bon, en même temps, la vie actuelle est tellement bizarre et étrange qu'on n'est plus à ça près. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, on peut commenter les publications de notre groupe Facebook, bien sûr, et Instagram, et les publications que tu publies sur ton site internet, Endurance Info, je le précise. Je m'amuse des fois à le faire. Alors, tu me réponds pas parce que tu n'as pas envie, tu n'as pas le temps. Non, je plaisante. Je t'embête, Laurent. Mais en tout cas, c'est sympa. Non, je plaisante, hein. Je plaisante. Voilà, je plaisante. On peut? Oui, on peut. On peut, évidemment. Donc, j'essaie de commenter de temps en temps et ça, c'est sympa. Vous pouvez le faire. Et surtout, si vous commentez, lisez avant. Voilà, c'est un peu ça l'esprit de la chose et le débat qu'on a en ce moment. Avant de commenter, lisez. Mais c'est pas Euh, propre au sport auto. Hein. non, mais c'est partout, c'est partout, c'est partout. C'est pareil au travail, c'est pareil partout. Voilà. Ouais, Bon, voilà, c'est comme ça, c'est la société, mais en tout cas, voilà, on a des gens qui débattent pas mal justement sur le live, ça n'arrête pas de bouger. J'ai du mal à vous lire, hein, je suis désolé. En tout cas, je vois que vous êtes présents et c'est super sympa. Voilà. Laurent, on va attaquer par les vainqueurs de classe. Donc, je rappelle que donc, en pro, au général, Ironix a gagné avec la 51. Donc, victoire de Ferrari, c'était pas arrivé depuis 2004. Victoire en silver de Matt Panda. Les Pandas ont gagné, Matt Panda Motorsport, la 90. Victoire en pro-am du Ferrari aussi, donc d'AF Corse, la 53. Et puis bah, en AM, on pouvait deviner, pronostiquer qu'une Porsche allait gagner, puisqu'il n'y en avait que deux. C'est le Ageli T2 Racing qui l'emporte.
en âme. Voilà. Donc, quatre beaux vainqueurs, deux Ferrari en tête dans deux catégories, donc au général et en programme. Donc, ça, c'est pas mal. Je trouve que c'est plutôt bien. Après, on va débriefer, mon cher Laurent, par marque. On va commencer par Bentley. Mais avant, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais c'est pas grave. Avant, je voulais savoir un petit peu, enfin, je voulais plutôt te demander de ces 24 heures, euh, qu'est-ce qui t'a, comment dire, moi, je vais te dire quelque chose, je ne sais pas si ça te met sur la piste. J'ai trouvé, sur la piste, voilà, comparé à 2020, désolé, comparé, comparé à 2020, c'est mon avis perso, hein. J'ai moins apprécié cette course, peut-être parce qu'il fait trop chaud ici, je ne sais pas, mais blague à part, j'ai trouvé qu'il y a peut-être moins de dépassements, moins de bagarres. J'ai senti un petit peu moins de. J'ai adoré la course, bien sûr, parce que c'est Spa et ça reste toujours légendaire, Spa, et on s'est régalé cette année aussi. Mais j'ai trouvé un petit peu moins de bagarres, un petit peu moins de. Pas de surprise, mais il y a des choses qui m'ont manqué. Ouais, il y a quelque chose qui m'a manqué. Je cherche encore quoi exactement? Est-ce que tu es d'accord avec moi ou qu'est-ce que tu retiens de cette course de manière globale avant qu'on attaque par marque? Déjà, déjà en premier lieu, je retiens la même chose que l'année dernière, elle a pu avoir lieu. Déjà, c'est déjà pas rien. C'est sûr. Parce que vu la situation qu'on traverse, c'est pas forcément facile. Maintenant, le plateau était, je trouve, moi, autant, voire même encore plus relevé que l'année dernière, avec des écarts quand même relativement serrés. Le changement de température a fait que ça a quand même mis un peu d'incertitude dans la course. Maintenant, quand tu vois la fin de course, l'incertitude quand même. Alors, c'est sûr que si tu regardes le classement à l'arrivée, tu as moins de voitures, par exemple, qui sont proches les unes des autres dans les positions de tête, hein, parce qu'on n'a pas, on n'a pas autant de voitures groupées dans le même tour, hein, parce que là, tu t'enlèves les trois voitures du podium. Après, il faut que tu passes à deux tours. Maintenant, moi je trouve qu'on a eu plein de surprises. Cette histoire de Ferrari qui court après depuis X années, ça gagne. L'histoire de Aston Martin qui arrive là comme un cheveu sur la soupe, avec un programme qui est confirmé peu de temps après, qui fait podium, avec une seule voiture. Lamborghini qui a encore une fois été dans la course. McLaren qui avait qu'une voiture pour la gagne et qui au final rentre dans le top 10. Donc moi, puis bon, je te passe la fin de course avec le choix de pneus et la remontée On va en parler. On va en parler. d'Alessandro Pierguidi sur Driss une manœuvre un peu osée. Donc moi, j'ai plein de satisfactions. Je retire plein de points positifs de cette course en fait. Ouais. Alors, je ne dis pas qu'elle était pas bien, hein. J'espère que tu t'as bien saisi, hein. Oui, 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 j'ai bien compris la Tout, différence. Ouais, ouais. ouais, j'ai tout petite. Ouais, ouais, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, évidemment. Et puis, ça reste une course magique, que quoi qu'il arrive, et toutes les éditions sont belles et très belles même. Et c'est de mieux en mieux filmé aussi. Il ne faut pas l'oublier, les images, la Mm. façon dont c'est commenté, tout ce qui est à côté, le site internet du DT World Challenge qui propose maintenant, comme tu l'as très bien dit en direct, et je suis allé voir des vitesses à certains virages, tout un tas de choses techniques que, qui ressemblent un petit peu en F1 où on peut avoir comme Canal Plus le fait avec son mode My Canal où on a plus d'informations. C'est plutôt sympa. On est carrément immergé dedans et c'est plutôt bien. Mais en tout cas, voilà, c'était une très très belle victoire de Ferrari. On va en parler évidemment à la fin. La première déception que j'ai eue, parce que je suis pour personne, hein, on est bien d'accord, je suis assez neutre, même si j'ai quelques petites affinités pour certaines équipes que j'ai pu rencontrer au Paul Ricard, donc c'est sûr que de les voir gagner ou être triste, bah, ça nous attriste aussi. Mais une seule Bentley parmi les 9 marques, mon cher Laurent, une seule Bentley, donc la Bentley de CMR, la 107, qui ne va pas au bout. Et c'est dommage parce que bah, au début, elle avait plutôt un bon rythme. Et cette Bentley, bah, elle a eu encore des problèmes de fiabilité, malheureusement, et l'abandon était au bout. C'est de Charlie Mm. et Sabine, et évidemment tout le team. Écoute, si tu prends le concours, notre fameux concours de pronostics qu'on a fait, même si cette voiture roulait en silver, t'as quand même, il y avait pas mal de réponses de gens qui avaient placé la Bentley dans le top 10, hein. Donc, tu vois, donc c'est signe quand même que Ouais. beaucoup de gens avaient misé un peu sur la fiabilité de cette voiture, qui avait remporté la classe AM d'ailleurs l'année dernière, hein, si on se souvient déjà avec l'équipe de Charlie. Maintenant, cette année, bah ouais, je pense qu'elle avait quand même une BOP qui était plutôt pas mal. Parce qu'en VMAX, la Bentley, ça pédale quand même plutôt bien. On a pu le voir en sprint déjà lors des rendez-vous précédents. Et l'équipage était fiable et on a vu, enfin, tu vois, ça va en super pole quand même. Donc, c'est quand même pas rien, hein. C'est une grosse Pour un équipage satisfaction pour silver, moi. bah, c'est une grosse satisfaction. Et puis, tu as quand même un équipage silver. Alors,
ok, le plus capé était quand même Nelson Panciatici, qui lui a pas, je veux dire, c'est pas comme Pierre-Alexandre Jean qui débute encore sa carrière et tu vois, qui cherche à monter. Nelson, je dis pas que sa carrière est derrière lui, attention, hein, je le prends pas pour quelqu'un d'âgé, mais je veux dire, Nelson a quand même toute l'ancienneté qu'il faut et tout pour être un peu le capitaine de l'équipage. Mais c'est dommage que ça va pas au bout parce que la prestation d'ensemble est plus que remarquable et il y avait moyen de faire quelque chose de bien, surtout avec une seule voiture au départ. C'est toujours le problème, si tu en as une, deux, alors deux c'est bien parce que si tu en perds une, tu en as une autre, mais quand on as qu'une, tu peux mettre toutes tes forces sur la voiture. Quand on a deux, tu peux mettre des stratégies un peu différentes, donc c'est toujours un peu le truc, la différence, mais bon. Mais ouais, ça va pas au bout. Il faut souligner aussi, Laurent, et j'ai eu la chance d'être je suis allé à Alès il n'y a pas longtemps et Stuart était dans le garage pour sa Bentley. Alors, elle était en préparation, elle était désossée. Je peux vous dire qu'elle était bien préparée. Voilà, il y avait le moteur sur la palette. Et Stuart me disait que c'était ses premières 24 heures de Spa. Et en Q1, il fait le meilleur temps. Et être en super pole, tu as vu, j'ai pas dit hyper pole, mais être en super pole à 4 pilotes, c'est pas évident parce que c'est la moyenne. Et il fallait s'employer et Stuart l'a fait. Et c'est plutôt pas mal pour ses premières 24 heures. Ouais, non, mais tout à fait. L'équipe était solide avec Ulysse Depeau aussi, qui faisait ses débuts et qui fait du bon boulot aussi en sprint hein, avec Pierre-Alexandre Jean. Donc, écoute, non, c'était plutôt bien. Bon, après, tu peux toujours regretter qu'il n'y ait pas d'autre de Bentley en pro. Bon, après, on en a eu dans le passé, on leur a un peu ouvert la porte pour que ça gagne. Au final, ça n'a jamais gagné. Bon, ça a fait podium, mais ça n'a pas gagné. Donc, on est passé quand même à côté pas mal de fois chez Bentley, alors que la course a été largement à leur portée. Bon, ça, c'est un autre Ouais. débat. On avait parlé avec Maxime. Hmm. Maxime Soulet qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. Voilà, exactement. Qui était en GT4 d'ailleurs à Spa, en GT4 Europe. Voilà. Ouais. Ouais. Alors, une Bentley, bon, bah, elle est évidemment pas terminée la course malheureusement. J'ai envie d'enchaîner avec BMW, qui pouvait remporter sa 25e victoire, parce qu'ils sont recordman de victoire avec 24. Ça, c'est pas passé. On l'avait dit dans le before, il y a une Bentley, une BM Pro-Am, donc du Boots Engineering Racing, qui a aussi eu des soucis techniques. Et les deux pros du Valkenhorst Motorsport, pareil, n'ont pas pu terminer la course. Franchement dommage, parce que plutôt bon rythme en début de course, de la 34 et de la 35 même. Il y avait moyen de faire quelque chose. Et malheureusement, pour la dernière ASPA de la N6, puisque la N4 arrive l'année prochaine, c'est un peu dommage, Laurent. Ouais, c'est un peu dommage. Ouais. Les, Excuse-moi, les- excuse-moi, vas-y. Non, mais là aussi, les deux équipages étaient solides, hein. On a affaire à des pilotes BM. Et puis Thomas Neubauer, qui est quand même aussi un jeune pilote qui a quand même de sérieuses références et qui se débrouille bien en GT. C'est sûr qu'avec Valkenhorst, on s'est dit, tout le monde s'est un peu dit, ouais, ça va faire comme d'habitude au début de course, on va pas trop les voir, les BM, et on va les voir en fin de course à partir du dimanche matin où ça va aller un peu plus vite. Et finalement, on les a beaucoup vus en début de course. Là, on s'est dit, bon, ça risque encore d'être pour BM parce que la BM M6 GT3, je ne vais pas dire qu'elle ne marche pas ailleurs, mais c'est surtout aux 24 heures de Spa qu'elle a vraiment montré ce qu'elle valait, aussi bien avec Rové qu'avec Valkenhorst. En pro, hein, je parle pas de celle Ouais. de Boutsen-Gignon. Mais ouais, il y a eu il y a eu un grain de sable et tout, et la mécanique a fait que bah, ça n'a pas suivi. Et maintenant, je pense que tout le monde attend la M4 GT3. Mais on attendait un peu mieux aussi de BM parce que BM, c'est un peu une feuille blanche là. Ouais, c'est la question que je te posais. Voilà, c'est feuille blanche et c'est Mm, franchement dommage. C'est franchement mm. dommage. Ouais. Je l'ai, Quand j'ai vu le début de course, je les voyais faire quelque chose. Je me dis, il y en a une des deux qui va survivre, parce qu'après avec les aléas, ma foi, on ne sait pas ce qui va se passer, mais j'en voyais une survivre et au moins faire top 8. Top 8, c'était possible, je pense, avec des pilotes comme ça, le niveau qu'a cette équipe, l'expérience qu'a cette équipe, ils pouvaient faire quelque chose. Voilà, c'est comme ça. Mais comme Porsche et Mercedes, à l'inverse de Porsche et Mercedes qui sont très représentés, bah, il n'y en avait que trois, deux en pro. Et malheureusement, ils sont un peu esselés, comme on dit. Ouais, c'est sûr. Ouais, voilà. Ok, ça marche. J'ai eu beaucoup de peine pour Lamborghini, avec le crash notamment des deux Émile Frey, parce Émile Frey est très très en forme depuis le début de saison, notamment en sprint. Lamborghini n'a jamais gagné les 24 heures de Spa, si je ne me trompe pas. Non, Est-ce que c'est
voilà, moi j'avais pronostiqué quand on a fait le before ensemble, j'avais dit Porsche, Lamborghini et Audi. Les espoirs se sont reposés sur la 63 et tu vas nous en parler, qui a plutôt bien fonctionné, on va dire ça comme ça. Mais c'est vraiment dur pour Émile Frey parce que ben, voilà, ils avaient deux line-up magnifiques en pro. Bon, ils se rattrapent avec une P3 en pro avec le Barwell, mais c'est franchement dommage pour Lamborghini quand même. Ouais, alors moi j'ai deux. Ça dépend de l'équipe évidemment. Je vais peut-être faire un peu mon chauvin et mon cocorico. J'ai deux regrets chez Émile Frey. Le premier, c'est de ne pas avoir mis Arthur Rougier en Super Pole. Bon, l'équipe a choisi plutôt Jack Aiken. Moi, perso, j'aurais plutôt mis Arthur Rougier parce que c'est quand même le pilote en forme. Quand on voit ce qu'il a fait en sprint à Manicourt, arrivé avec son sac et sa combi alors qu'il n'était pas prévu pour remplacer Norbert Sidler et le boulot qu'il a fait, c'était bien. Et même ici en essai, enfin, moi, j'aurais plutôt misé sur Arthur. Bon, après ça, voilà, ça c'est fait. Et la deuxième chose, alors ça, c'était pas prévu non plus, c'est aussi l'accident de Franck Pereira, qui encore une fois un accident qui y est pour rien. Je veux dire, c'est pas là, t'as l'impression qu'il est chanois. Je veux dire, à Sebring, il a un problème mécanique, il a failli se faire très mal aussi, où ça a vraiment failli mal finir. Là, il est, à mon avis, là, il est encore de toute façon pour rien et ça aura encore failli mal finir. Et j'ai vraiment une grosse pensée pour lui parce que là aussi, c'est un pilote talentueux et là, il est dans une spirale un peu pourrie alors qu'au final, il est tout le temps victime collatérale du truc, quoi. Il y a eu des problèmes aussi, je crois, en Nürburgring Endurance Series, enfin, alors que le gars a du talent et que là, il y est pour rien. Donc ça, c'est un peu mes deux petits couacs, par rapport à Lamborghini. Du côté de Rangewan, on a aussi pris des pénalités. Toujours, enfin, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais toujours pour la même raison, hein, pour les limites de la piste. Et, et bon, c'est sûr qu'à un moment, c'était un peu chaud, hein, les pilotes étaient un peu chaud bouillant. Bon, Marco Mappelli est assez chaud. Et là aussi, il y avait un bon coup à jouer, mais au final, ça fait huitième. Ça fait huitième et ça méritait mieux là aussi. Mais il y a une voiture, il n'y a qu'une voiture pour la gagne aussi. Donc, c'est pas comme WRT par exemple où tu peux te reposer sur plusieurs voitures ou comme à KSP. Donc, c'est celle-ci et pas une autre. C'était à Monza aussi, qui aurait pu, la première manche à Monza, les 3 heures de Monza, Mm. où cette Orange One 63, donc avec Bortolotti bien sûr, entre autres, était plutôt pas mal. Il y avait eu un problème Bah, technique. Paul Ricard aussi. Enfin, tu étais là, Paul hein, le Ricard Paul aussi, ils Ricard. auraient dû gagner. Ils doivent Ça, gagner. ça pouvait gagner. Et, il y avait une baisse de rythme avec Marco Mappelli qui a un peu descendu de rythme et tout, et ce qui a permis à la Porsche GPX Martini de tirer son épingle du jeu. Hein. Mais là, ça pouvait aussi gagner aussi au Paul Ricard. Hein. Ah oui, 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 tout à fait, je l'avais oublié alors qu'on y était. Voilà, bref. Oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Les deux courses, ils auraient pu gagner les deux premières courses de l'Endurance Cup, en tout cas. Mais tu Ça, c'est as des marques, c'est le cas de Lamborghini, mais c'est le cas de Bentley aussi. Tu as des marques, tu as l'impression qu'au final, ça matche jamais, quoi. Ça transforme jamais l'essai. ouais. Ça tourne autour et tu dis merde, c'est pas encore pour cette année. Puis là, c'est pas comme si tu attends une course, faut que tu attendes un an avant de la refaire celle-ci. Donc Oui, l'année prochaine, il y aura une Evo hein, sur cette Lamborghini Huracan GT3 qui sera présentée. Bon, je ne sais pas si on peut le dire, mais elle sera présentée, je pense, au Lamborghini au final mondial fin octobre. Donc je dis ça parce que je devrais y être, donc c'est pour ça que je le dis. bon Mais, voyage. mais merci. Mais normalement, elle sera présentée fin octobre. Bon, après, ce ne sera pas une révolution. Hein. C'est un petit peu la même chose que l'Audi R8 ou que ce qu'on a connu aussi avec d'autres GT3 dans le passé. Hein. C'est juste une Evo. Mais je sais pas, on va voir après si Émile Frey va continuer avec trois voitures, si Grasser va revenir l'année prochaine avec une voiture en pro, parce que pour l'instant, il n'y a qu'une voiture en silver, qui a d'ailleurs failli pas prendre le départ parce qu'il a fallu la remonter après un accident de Tim Zimmerman en Q1. Mais là aussi, on verra si Grasser revient l'année prochaine avec du pro. Ouais. Mm. Donc, mitigé pour Lamborghini, c'est dommage. Je trouve que, Ouais. voilà, comme d'autres, ouais, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Bon, Mm. après, voilà, le crash du début Ah, il fait fait que. mal, hein, il fait mal. Ouais, ça Ah, fait il mal, fait ça fait mal, mal. ouais. Il fait mal. Moi, j'aurais voulu voir la bagarre. Je suis exigeant, mais j'aurais voulu voir une, deux, voire trois Lamborghini dans le top 10 là, jusqu'au lever du jour. Ça m'aurait bien plu.
Mais Voilà. c'était, enfin, je veux dire, quand tu vois Et ça aurait été mérité. alors l'équipage de la voiture de Jack Aitken avec Consta, Lapalainen et Arthur Rongier, là on avait affaire à trois rookies. Alors évidemment, c'est pas trois rookies, c'est pas trois débutants, mais on avait affaire à trois rookies. Que les deux autres équipages sont quand même des équipages qui étaient quand même affûtés. Je veux dire, quand tu mets Franck Pereira, Giacomo Altoe et Albert Costa dans une voiture, bon là aussi ça va vite quand même. Et puis la troisième voiture qui roule en silver sur du sprint, ça va. Alors après, en endurance, c'est un peu plus compliqué. Euh, je pense que Rolf Heineken, qui est quand même un très très bon pilote, et un petit peu un tour en dessous, si tu veux, un Ricardo Feller qui lui est au top de sa forme. Bon, là, ça n'a pas fonctionné, avec elle, ça a abandonné. Mais bon, c'est un autre débat, un autre sujet. Mais il y avait de grandes ambitions aussi chez Émile Frey. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est peut-être la déception, on va dire, en toute neutralité de la course. Bon, c'est comme ça, on l'année prochaine, mais en sprint, ils sont très bien et en sprint, tout est possible encore, hein, dans un sprinter, Mm. pour décrocher un titre qui serait bien mérité si, évidemment, Audi ne met pas son grain de sel parce qu'en sprint, Audi est plutôt très très bon aussi. Voilà. Allez, c'est mon petit coup de cœur, on va dire ça comme ça. Non, blague à part, c'est McLaren avec la 720 S38 du Jota Sport. J'ai lu une longue interview dans, sur Internet de Rob Bell. Donc il y a Barney Cott aussi, bien sûr, et Oliver Wilkinson. Rob Bell disait, et je ne vais pas trouver de bavard, je vais te laisser parler, Laurent. Rob Bell disait que l'objectif, au vu de la course, pas avant la course, ils auraient pu largement finir entre 3 et 5, entre la P3 et la P5. Je me permets humblement de dire que ça aurait été largement mérité, vu le début de course de Barney Cott, qui est un avion. Cette voiture, elle est, à mon sens, promise à de belles choses. Et comme je l'ai fait court, ouais, je pense la P7 qu'ils font, c'est un petit peu décevant. Mais ils pouvaient faire bien mieux. Mais ils ont été trahis par les foules pour cielo. Est-ce que c'est un peu ça ou pas? Ou est-ce que, allez, la Bien voiture mieux, est plus forte? bien mieux. On finit à deux tours. Alors oui, évidemment, tu peux toujours attendre mieux. Maintenant, quand tu vois le passé aussi de McLaren aux 24 heures de Spa, il n'y a jamais eu de résultat très très probant. Alors on passera sur la MP412C, enfin, ça je le dis à chaque fois, mais la MP412C qui était quand même une voiture ratée, hein, qu'on soit bien d'accord. Tous les clients sont partis ailleurs, il a fallu les reséduire avec la 650S qui a quand même montré de belles choses et la 720S qui, elle, a été aussi développée par McLaren. Donc c'est un peu, le développement n'est pas, est pas le même. Maintenant, moi je regrette aussi qu'on ait qu'une équipe avec Jota qui fasse confiance à cette McLaren. On aimerait aussi en voir plusieurs, ne serait-ce que pour aussi avoir plus de données pour la balance de performance, puisque là on n'a qu'une voiture qui est équilibrée. Donc bon, par contre, l'équipage c'est solide. Je veux dire, Rob Bell, bon, c'est fiable. Ben Barnicot, ça va très 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 vite. Et en plus, le mec est super sympa. Et Oui. Oliver Wilkinson, ça tient vraiment son rang. Jota, bon, tout le monde connaît pour évidemment le LMP2, tout ce qu'il y a derrière avec le team de Sagnet, qui était aussi en soutien technique de Air Motorsport hein, en GT3 il y a 2 ans. Mais 7, je sais pas, franchement, je sais pas si on pouvait attendre vraiment mieux de cette McLaren. Septième à deux Ah, c'est un bon tours, résultat. C'est un bon c'est quand même résultat. un bon résultat. Ouais, c'est un bon résultat. Je pense qu'au vu du début de course, vous avez vraiment un excellent rythme. Barney Cott, il était quand même très, très, très vite. Ils ont été à un moment deuxième, de tête, hein, tout ça. Hein, vous me dites si je me trompe. Surtout toi, Laurent, qui est avec moi, tu me dis si je me trompe, mais ils ont été à un moment deuxième. Alors, certes, la course est longue, mais moi qui regarde les courses, Laurent, excuse-moi, j'ai l'impression qu'elle progresse petit à petit et qu'elle progresse très bien, cette voiture. C'est ça que je voulais dire. L'exploitation est de plus en plus fine et de plus en plus agréable, à mon avis, pour les pilotes à piloter et à se battre aux avant-postes. Est-ce que je me trompe? Bah, je te dis, tu avais déjà jusqu'à maintenant quand même peu de McLaren pour la victoire au général. Euh, Si tu vois, les McLaren pour la victoire, on en a pas eu énormément. Maintenant, là, il fallait aussi choisir les bons pneus, faire des relais solides, ne pas prendre de pénalités pour les track limits aussi. Et je te dis, pour moi, septième, c'est un résultat plus qu'honorable.
D'accord. Donc, tu n'es pas d'accord Une avec voiture, Rob Bell. bah, si Rombel, Non. il est pilote de la voiture, donc lui, tu vois, il va pas te dire, lui, il va dire qu'ils étaient mieux préparés, qu'ils pouvaient faire mieux. Maintenant, moi, je trouve que c'est bien, que c'est encourageant, et justement que c'est encourageant pour l'année, pour le futur. Maintenant, reste à savoir aussi s'il y a plus d'équipes qui vont faire confiance à cette McLaren 720S GT3. Mm. Bah, justement, c'est très intéressant ce que tu dis. Pourquoi, tu dois le savoir sûrement, pourquoi des équipes font pas plus confiance à cette voiture? D'abord, elle est belle, c'est bête, mais en termes d'image, tu connais l'image, on va parler de l'image tout à l'heure, elle est très jolie. Il y a moyen d'en faire une super voiture, comme d'autres, hein, bien sûr, mais elle est quand même magnifique, elle est aimée de tous, donc elle est, au niveau des supporters, de tout ça, ça peut avoir de la gueule aussi. Elle est quand même très très performante, faut pas l'oublier, ça marche quand même, il y a pire. Pourquoi d'autres équipes ne font pas confiance, enfin confiance, Bah, ne choisissent pas tu peux McLaren? aussi, bah, tu peux avoir aussi, t'as plusieurs possibilités. Tu as le prix, ok? Tu as le prix des pièces détachées, tu as le soutien, le support client aussi, qu'il faut, tu vois, qu'il faut arriver à gérer. Et puis, tu as une image à reconstruire. Je veux dire, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la MP412C, c'est limite si tu cherches pas à mettre des lapins à l'intérieur parce que c'est invendable et que personne n'en veut. Donc, il faut reconstruire tout ça. Et toutes ces équipes qui étaient en McLaren, elles sont passées sur une autre marque ou elles ont arrêté. Je te prends l'exemple du Sébastien Loeb Racing notamment, ou ART qui a fait autre chose après. Mais ce n'est pas des équipes qui sont revenues avec une autre marque, c'est des équipes qui ont arrêté. Et celles qui roulaient en McLaren, la plupart, elles ont acheté une autre voiture. Elles sont passées dans une autre marque. Exis aussi, qui faisait rouler des McLaren, a arrêté aussi. Tu vois. Donc, tu as déjà trois équipes qui avaient des McLaren qui ont arrêté. Quatre, parce qu'il y avait MRS aussi, qu'on a eu aussi pendant pas mal de temps et qui est passé, qui maintenant revient un petit peu en GT3, qui est revenu avec Nissan et qui revient avec BM, mais qui fait plus de la Porsche Cup et Super Cup. Mais toutes ces équipes-là ont disparu et puis il faut refidéliser des équipes qui sont parties ailleurs. Donc tout le monde attendait beaucoup d'une équipe qui est basée à Bahreïn qui s'appelle Tossis Motorsport, qui était censée faire le GT World Challenge Europe l'année dernière et cette année avec deux McLaren. Ils gagnent les 12 heures du golf à Bahreïn. Ils gagnent les 12 heures du golf à Bahreïn et tu te dis, bon, ben, c'est bon, là, ils vont venir. Putain, ils gagnent les 12 heures du golf et 2 semaines après, ils te disent, bon, on vend les McLaren, on achète des Mercedes. Ah, bon, merde. Bon, ben, c'est pas encore pour cette année. Donc ça, c'est mort, alors il y avait quand même certains moyens financiers derrière. Tu vois, l'équipe est basée à Bahreïn, mais il y a quand même pas mal de personnel britannique. Et ils ont fait une apparition en British GT avec la Mercedes, mais du coup, ils n'ont plus la McLaren. Donc, il y a Baffle Motorsport qu'on a en GT Open et en British GT, mais tu n'as pas énormément d'équipes qui font confiance à la McLaren parce qu'il y a un déficit d'image. Comme il y avait un déficit d'image fut un temps avec l'Aston Martin et que ce déficit d'image, il est balayé parce que la voiture a prouvé des choses et puis il y a un service compétition client qui marche du feu de Dieu parce que tu as un mec qui s'en occupe et qui tanne les équipes et qui bosse et qui voyage à travers le monde pour essayer de séduire de nouvelles équipes et ça marche quand même très bien. C'est un peu la différence. C'est peut-être aussi un peu la différence. Hmm. Alors, juste pour conclure là-dessus, est-ce qu'on peut penser qu'à terme, dans 2, 3, 4 ans, voilà, je profite que tu sois là pour poser des questions aussi. Une petite parenthèse, est-ce que ça pourrait aller dans le bon sens? Ou est-ce que ça continuera sûrement d'être boudé un petit peu, si on peut dire ça comme ça? Non, ça peut aller dans le bon sens. Dans le bon Maintenant, il sens. faut, je te dis, et puis maintenant, une GT3 pour une équipe privée, enfin, on n'a pas affaire à des constructeurs, on a affaire à des équipes privées. Ouais. Euh, tu ne changes pas comme ça de voiture en claquant des doigts à chaque fin de Bien saison. sûr. Tu vois, il faut que tu la rentabilises. Et après, ta voiture, il faut que tu la vendes. Et tu n'as pas énormément d'équipes, si tu veux, qui changent de marque en cours de cycle. Tu vois, on a Oui. vu par exemple la Temto qui a fait rouler des Porsche, qui a fait rouler des Lamborghini et qui maintenant est depuis quelques années avec Audi. Tu vois, tous les constructeurs, tu vois, je te prends un type comme Saint-Éloque, a toujours fait rouler que des Audi. AK, depuis 2016, ça fait rouler que des Mercedes. WRT, depuis 2010, ça fait rouler que des Audi, tu vois. Donc, tu as quand même des équipes qui sont Black Falcon, c'était que des Mercedes, HRT, c'est que des Mercedes. Bon, F Corset, je t'en passe, parce que là, c'est évidemment que des Ferrari. Mais les équipes sont quand même fidèles à une marque, tu vois, parce que tu as une relation aussi de confiance qui s'installe et tout. Et tu n'as pas beaucoup d'équipes qui, du jour au lendemain, comme ça, disent tiens, ben, on change de marque, on va voir ailleurs. Mm. Donc, il faut attendre la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, je enfin, ça c'est moi qui le dis, je pense que c'est 2023, fin 2023, le jour où les GT3 risquent, parce que ce n'est pas annoncé officiellement, et ça c'est plus mon opinion personnelle,
risque d'être accepté aux 24 heures du Mans, en WEC et tu vois, dans tous les championnats, labellisé ACO notamment, peut-être que là, tu vas avoir, tu vois, un petit renouvellement et tout. Tu vois, Porsche va sortir une nouvelle GT3 sur la 992 en 2023. BM sort une voiture l'année prochaine, Lamborghini une Evo, Audi une Evo. Donc ça devrait évoluer aussi à l'avenir. D'accord. Ok. Bon. Je me suis égaré par rapport à ta Non, question non, c'est McLaren, moi. je suis désolé. Non, pas du tout, pas du tout. C'était complémentaire et on en profite. On a un peu de temps ce soir, donc c'est bien d'apporter ces petites précisions. Hein. On a pas mal de monde sur le chat et sur le live, donc c'est top et ça nous apporte des précisions qu'on n'a pas forcément nous, que tu as toi. Voilà. En tout cas, oui, c'est le loup de mer GT3 au Mans et en wake, c'est le petit loup de mer et je pense qu'on aura bientôt la réponse. Ça va pas tarder. Voilà. Mais j'aimerais que ce que tu dis arrive. Voilà. Bah, ça arrivera forcément par la force des choses. Je veux dire, personne ne va sortir une nouvelle GTE. Donc, c'est soit tu arrêtes tout le GT, soit tu acceptes les GT3 qui sont une plateforme mondiale avec plus de 10 marques. Tu Ah, vois? tous les spécialistes sont pas forcément d'accord avec ça. Ah oui, mais il n'y aura pas le choix. Ouais. Bah oui, c'est ce que je dis aussi. Il n'y aura pas le choix. Voilà. Bon, Donc, c'est après, soit moi, tu fais du je suis pas le GT3. remercier et je paye pas dans ton. Je paye Non, pas dans non, ce monde-là, mais je suis pas. Si tu veux, moi, non, c'est c'est par aussi ma rapport à moi, je dis conviction. ça, Laurent. C'est par rapport à C'est, moi, je dis ça. ouais, Par mais rapport, c'est, moi, par rapport à moi. Ouais. c'est plutôt ma conviction perso et je suis pas dans le secret des dieux. Je Oui, travaille pas à la FIA, je travaille pas à la SEO, je travaille pas chez SRO. Donc, non, moi, mais je il y a quelque discute chose que tu peux. avec les constructeurs, avec les pilotes, et forcément, on échange en on, en off et tout. Et puis, tu as aussi ce qui, toi, te semble logique. Je veux dire, si tout le monde va en hypercar et en LMDH, les constructeurs vont pas sortir de GTE de GTE alors qu'elles sont même pas, elles sont même plus autorisées aux États-Unis. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu auras du GT3 Pro enfin GT3 Pro et GT3 Pro Am ou Am, Ouais, ou est-ce que tu auras du GT3 Pro Am? Bon, moi perso, je pense que ce sera du GT3 Pro Am et point ouais, barre, il n'y aura pas de GT3 Pro, et que ce sera des voitures comme les GT3 actuelles, c'est-à-dire avec un ABS sans pneus confidentiels pour réduire les coûts. Et si tu fais ça, bah, le GT3 est reparti pour quelques années. Et de belles années. exactement. Et Et belles c'est le années, principal. exactement. Oui, c'est le but. Enfin, ça serait le but pour nous et pour tout le monde. Exactement. On va revenir aux 24 heures de Spa, Laurent. Ouais. Mercedes, très rapide, plutôt rapide en qualification. On l'a vu avec la quatrième place du HRT, hein, Haupt Racing Team. Marcello, évidemment, qui arrive à faire la pole avec ses camarades Gounon et Jules Gounon et Jun Cadella. Euh, Encore une fois, et c'est ce que je disais un peu dans le before, il me semble que j'ai dit ça, encore une fois, Mercedes, alors des problèmes de fiabilité aussi, mais Mercedes est en difficulté par rapport au rythme, par rapport à ce que cette GT3 est capable de faire. J'en ai aussi parlé avec Maro Engel il n'y a pas longtemps, Paul Ricard. Je ne dirais pas ce qu'il m'a dit, mais voilà, il y a des petites évolutions qui ont été faites. Elle va très vite, elle est plutôt pas mal dans les virages, je dirais, sinueux. En pointe, c'est pas encore peut-être tout à fait ça. Et puis surtout, ok, pour la qualif, c'est bien, partir devant, c'est bien, mais ça ne tient pas le rythme en course. Dans une course, c'est quand même très très difficile, pas mal de pluie. Qu'est-ce qui manque à ces Mercedes pour renouer avec la victoire à Spa, comme l'a fait Ferrari Alors cette année? C'est déjà, ce qui est sûr, compliqué c'est pas la et préparation. Ce qui est sûr, c'est que c'est vas-y. pas la préparation c'est pas la préparation des voitures par rapport au team qui les engage, parce que là-dessus, c'est Ouais, du 4 étoiles, hein, que ce soit AK bien ou sûr, HRT, bien sûr. ça marche. Maintenant, comme tu l'as dit, hein, la Mercedes, c'est pas la voiture la plus rapide. Il faut que les pilotes aussi prennent beaucoup de risques avec cette voiture pour arriver à en tirer un peu la quintessence. Alors évidemment, quand tu as un Marcello, un Gounon, un Juncadella, un Abril, un Stolz et un Maro Engel, ça va vite. Mais maintenant, il faut arriver à aller vite dans le trafic, il faut vite passer la concurrence, et enfin, c'est clair, hein, c'est une année à oublier. Hein. Je veux dire, il faut appeler un chat un chat. Hein. La meilleure Mercedes, elle est dixième, et c'est une voiture qui venait en plus en renfort, parce que c'est la voiture de Jérôme Polican qui fait l'Intercontinental GT Challenge. Ouais. Et la deuxième Mercedes, c'est une voiture qui roule en silver. Et la troisième, c'est une voiture aussi qui roule en silver, c'est le de Toxport WRT. Donc la voiture 88 qui a fait la pole, poubelle. La voiture de pointe HRT, entre guillemets, Poubelle. poubelle. Alors que du côté équipe et du côté pilote, bah, c'est du 4 étoiles des deux côtés. Hein. Donc, alors oui, on a cassé un amortisseur chez AK. Bon, Pareil chez HRT.
Bon, écoute, c'est une année, c'est pas une belle année. C'est pas une belle année. Alors que c'est une voiture, c'est la voiture que tout le monde dit où c'est la plus facile à piloter. Maintenant, c'est certainement pas la plus facile pour aller vite. C'est pas celle qui a le plus de Vmax. Euh, Peut-être, je sais ils avaient discuté du côté de chez Mercedes avant le meeting de changer la bride, c'est-à-dire d'avoir une bride un peu plus importante pour avoir un peu de Vmax, mais de compenser avec un peu de poids supplémentaire pour pas évidemment que la voiture elle soit trop avionnesque. On a plutôt gardé du coup la même bride et le poids a changé un petit peu, mais je pense que ça n'a pas suffi et on l'a vu en Superpole, ça a fonctionné avec Marcello parce que quoi qu'on en dise et quoi que certains, je suis en train de chercher le mot pour rester poli, mais certaines mauvaises langues, on va dire, pour pas être plus virulent, Ouais. ont essayé de faire passer Marcello pour un bras cassé. Ah bon. Ouais, oui, il y a eu des messages qui ont été Faut être fort. envoyés. Là, faut être fort quand même. Faut être fort quand Ouais, même. bah, après, c'était suite aux 24 heures du Nürburgring et tout, où il y avait eu un petit problème. Oui, D'ailleurs, je crois que oui, je l'ai vu ça. Niki Ouais. Team en a parlé un peu à l'antenne, enfin brièvement. Mais Marcello et Marcello, comme Maro Engel et Maro Engel, et c'est deux pilotes qui sont là depuis X temps dans la Mercedes. Hors Et du leur commun. coéquipe, bah ouais, puis les deux équipages HRT et AK sont solides, mais ça suffit pas. Tu as tout le temps un grain de sable en fait qui vient enrayer la machine. Et cette Mercedes AMG GT3, elle a rien gagné à Spa en fait. Ouais. La SLS a gagné en 2013 En général. dès le début au général. Et là, cette voiture dont tout le monde vante les mérites, ou même moi, je pense que si, je sais pas, si je devais acheter une voiture, je pense que j'achèterais une Mercedes parce que la voiture, elle me paraît, je sais pas, elle me paraît, quand tu la vois passer, tu te dis, putain, elle est stable, elle ne bouge pas. Je me dis, c'est une caisse pour moi. Bon, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les compétences. Mais bon, Ah bon? ouais, non, non, oublie. Mais quand tu es dans les tribunes, quand tu vois passer cette voiture, tu dis, la caisse, et tu vois, elle est vraiment, je dis pas, enfin, c'est pas qu'elle est lente, mais tu vois elle est stable et tout, et tu dis, ouais, c'est une caisse qui doit être sympa. Et au final, oui, elle est sympa, oui, elle va vite. C'est certainement la mieux équilibrée, c'est-à-dire sur tous les terrains. Elle est jamais bonne nulle part, elle est jamais lente. Euh, elle est bien, mais elle n'a pas de Vmax. Ouais. Et je sais pas Euh, trop, je suis pas persuadé que les Evo qui ont été apportés à la voiture soient dans le bon sens. Mais bon, ouais. ça, c'est autre chose. Oui, on a l'impression que c'est plutôt ouais, pas dans le bon sens. Bon, voilà. Une question, Laurent, parce que, comment dire, euh, il y a quelque chose qui m'a pas choqué, parce que le mot est trop fort. Quand il s'est mis à pleuvoir, alors je ne sais plus trop exactement le moment, c'était en début de course, il s'est mis à pleuvoir très fort. Il me semble que Marcello était encore en tête, donc la 88. Derrière lui, je crois qu'il y avait la 51 déjà, de mémoire. Il se met à pleuvoir très fort, on ne fait pas rentrer la 88, la Mercedes. Pourquoi on lui fait faire un tour de plus en slick? Il pleut comme une vache qui pisse. Moi qui étais plutôt Bah, fan de F1 avant, je suis très sensible à ça, les rentrées au stand, tout ça, j'ai un petit peu cette culture F1. Je comprends pas. Enfin, les mecs, ils sont à l'entrée des stands, ils sont en vrac à la piscine, les deux voitures en vrac et les autres bah derrière, ouais. c'est du Mais strike, on ne le fait pas rentrer. tu peux passer à côté, C'est une comme. question, hein, Oui, c'est une oui, non, question mais que je je pose. comprends, Hein, c'est pas... mais tu peux passer aussi à côté, tu peux tenter un pari, tu peux dire que ça va pas durer, que ça. Regarde ce qu'ils ont fait avec Christopher Miss. Christopher Miss, au début de course, quand il pleut, il se retrouve en tête parce qu'il est en slick et les autres sont passés en pluie. Oui, Et puis, il continue à pleuvoir, et puis il passe deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et au bout d'une demi-heure, il est 51e, et dernier, enfin, ou 53e, ou je sais pas combien, il est dernier, en fait. Tu vois, donc on a tiré le relais au bout de Christopher Miss avec le risque, vu qu'il pleuvait encore, qu'il sorte, plutôt que de le faire rentrer et de changer les pneus. Alors après, enfin, bon, mais, moi je suis Laurent, pas, quand tu bosses dans une équipe, tu peux aussi faire des erreurs de stratégie parce que c'est humain. bien sûr. Maintenant, moi je fais pas, moi je rentre pas dans ce jeu-là parce que d'une, je suis pas stratège, de deux, je suis pas ingénieur, de trois, je suis pas pilote. Non, mais Donc, Laurent, moi, je préfère aller voir les gens, si tu veux, après, pour leur demander, comme j'ai fait avec Vincent Voss, quand la 32 n'est pas passée en Super Pro, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, je dit, tiens, Vincent, il s'est passé quoi? Bon, là, j'ai pas pris le temps. Bah oui, je dis, explique-moi, parce que tu entends tout et son contraire, et comme il s'est dit tout et n'importe quoi, que c'était volontaire, enfin bon, des trucs, la théorie du non, complot, un peu, tu as mais l'impression que c'est non, ça. bien sûr que Donc, non. moi, j'ai voulu un peu rectifier le tir et avoir les propos de Vincent pour relater ses propos. Moi, je suis pas stratège.
Je veux dire, moi, je sais pas. Je veux dire, c'est facile de dire que X pilote, quand il est en piste, il est garé. Le problème, c'est que tu sais pas, d'une, ce qu'il a comme pneu, de deux, tu connais pas la pression, de trois, tu connais pas ce qu'il a comme carburant, et de quatre, tu sais pas s'il est sur un long run, un run court et tout. Donc, je veux dire, de là à extrapoler comme ça, toi, devant ton écran, en disant, ah, mais il fallait faire ça. Ah, oui, 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 il fallait faire ça. Oui, oui, il Non, fallait faire mais ça. Tu vois, le- donc après, ouais. tu tentes aussi des paris. Attemto a tenté un pari avec Miss. Au début, tu dis, ah, super, le pari il est gagnant et tout, super, ça va le faire. Et au final, tu te rends compte que bah, le pari il est perdu. Bon, bah, tu as nous, joué, tu as perdu. tout à fait. Nous, ce que je veux dire par là, c'est que nous qui ne savons pas ce qui se passe, justement, et c'est pour ça que je te pose la question, hein, je n'ai pas fait d'affirmation, je ne dis pas que la KSP a fait n'importe quoi, je n'ai pas dit ça, je ne me paraîtrais pas, tu me connais. Je sais combien le sport auto, c'est très complexe. Mais quand on voit ça, on trouve ça très surprenant parce que Oui, oui, mais moi aussi. Mais je nous me aussi, pose on a plein de trouvé ça questions, en fait. Je me surprenant. pose plein de questions. Je me dis, juste Laurent, à Spa, quand il pleut comme ça, tu sais que ça va pas sécher en 5 minutes, tu vois. Ouais, ouais, tu vas. Ben oui, oui, non, mais ça, je suis Et du d'accord. coup, on a Mais plein de questions qui arrivent dans notre tête. hmm. Hmm. Ouais, non, mais tout à fait. Ouais. Mais maintenant, je me dis. Après, moi, c'est un peu. Enfin, moi, je me dis, merde, on est quand même dans la team de points. Tu dis, putain, comment tu peux passer à côté d'un truc? Donc, peut-être qu'il y a un C'est truc qu'on ça. a raté nous. Ouais. J'ai pas appelé Jérôme depuis la course, donc j'ai pas posé la question encore. Ça va être fait. Mais peut-être qu'on a raté un truc et peut-être que Jérôme va me dire, bah, on s'est planté. Oui, On aussi. pensait que et on s'est Et ben, planté. Et c'est voilà, et planté. on s'est planté. Et à un moment, on s'est planté. Bon, ben, C'est ça qui est intéressant pour nous, justement. C'est de comprendre pourquoi ça se passe. hum, C'est pas, ils n'auraient pas dû faire ça, ça ne me permettrait jamais. Mais au contraire, c'est de savoir ce qui s'est passé. Ok. Par contre, on vient de dire que Mercedes est en difficulté en pro pour la bataille au général. En revanche, bah, le résultat est juste magnifique pour Matt Panda avec la victoire en silver, la deuxième place du Talk Sport avec la 7, notamment avec Paul Petit qu'on a eu en live il n'y a pas longtemps, et ses compères. Ça, c'est plutôt une grande satisfaction quand on voit la course, même la très belle place au général de Matt Panda. C'est une course parfaite pour Matt Panda, on peut le dire. ouais, ouais, ouais. En début de course, Rick Parfaite. Broker, ça a été très bon. A Ouais. été très très bon et Matt Panda a été bon. Heureusement qu'Ezequiel Pérez-Campan qui n'a pas roulé avec son espèce d'accoutrement de panda qu'il avait aux interviews quand il répondait aux questions parce que ça aurait été plus compliqué. Et puis il y a un pilote qui a été alors c'est pas dans la 90 mais c'est pas le pilote le plus connu mais dans la 7 c'est Marvin Dienst qui a roulé je sais pas je pense qu'il a roulé près de 14 heures près du maximum de temps de roulage. Le mec a juste été il est pas c'est pas forcément le mec qui est passé aux avant-postes mais le mec a juste été pour un silver pour ce qu'il a fait durant la course. Enfin, je suis désolé mais le mec a été stratosphérique en silver. Alors, Ouais. on relativise hein. On relativise hein, par Ouais. rapport à la perte des hommes de tête et tout, mais le mec a été méga vite. Je veux dire, c'est lui qui est allé chercher le podium quand même. Hein, Exactement. tu vois Ouais. Ouais. donc là, je me dis, lui, il a été très très bon. Et puis, il a fallu composer en plus du côté de chez Talksport WRT avec la perte d'un pilote avec Berke Bessler, là, qui était le pilote turc qui devait rouler et qui était positif au Covid, qu'il a fallu remplacer avec Axel Jeffries, qui avait roulé sur la Mercedes chez Matt Panda d'ailleurs, mais pas à Spa. Donc, il a fallu forcément se mettre dans le rythme. Et Oscar Tunro connaît bien aussi la Mercedes. Paul un peu moins parce que c'est sa première année avec et il fait que l'endurance et il fait pas d'essai à côté. Donc tu roules toujours un peu quand tu es silver, avec un peu, quand tu as des partenaires avec un peu l'épée de Damoclès sur la tête. En deux mots, si tu craches la caisse, c'est toi qui payes. Donc c'est pas forcément facile de s'exprimer. Donc cette deuxième place en silver, elle est magnifique, quoi. Elle est magnifique. Ouais. Comme Matt Ouais, c'est Panda, et clair. c'est une belle victoire et que Rick Broker, ça a été très très bon. Et les autres Ouais, aussi d'ailleurs, hein, parce qu'une ouais. victoire, L'autre enfin, tu aussi, vois, ouais. ça joue à 4. Hein. Ouais, ouais. À 4 pilotes, non, franchement, j'ai et une régularité, et je dis pas Mm. ça pour ce que tu sais, mais une régularité assez impressionnante pour un équipage Silver. Ouais, Franchement, ouais, ouais. ça, je l'ai noté, vraiment, ouais, j'ai noté. Ouais, Bah, c'est aux portes du top 10 au général, hein. C'est 11e hein, quand même. Hein. C'est pas ouais, rien. ouais, c'est pas rien, non, c'est pas rien. Exactement. On peut les féliciter, on va dire ça comme ça. Et je salue Betty qui m'a posé la question, est-ce que vous allez parler de ma panda? Bah oui, c'est fait, bien sûr. Betty que je salue, et on pense très très fort à Rennes Et aussi. Voilà, soit dit j'espère en qu'on va passant. savoir, hein, j'espère qu'on va savoir incessamment sous peu, vu qu'il a gagné, la signification du Mad Panda. Ouais, et tu sais L'origine que du nom. Tu sais que de mon côté, j'ai commencé mes recherches, Laurent. Et je Ah blague bon? pas. Oui. J'ai Ok. le droit. J'ai le droit de jouer. Ah Parce que mais si. moi je fais pas partie du team, donc c'est Ezequiel Pérez Campan qui a dit que si jamais ils étaient champions,
il donnerait la signification. Bon, là, ils ne sont pas champions, mais ils gagnent les 24 heures de Spa en silver. Donc, si tu veux, c'est déjà pas mal. Maintenant, je ne suis pas persuadé qu'il donne la réponse. Mais bon, après, ça n'engage que moi. Tu sais, toi? Tu le sais? Disons, alors, je sais pas avec certitude. Disons que j'ai une idée, mais je ne sais pas avec certitude. Mais j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée. T'as fait un rêve ou non? Non, 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 non. non, mais Bon. j'ai une petite idée par rapport au team, par rapport à où est basé le team, par rapport à plein de petites choses, mais je peux pas dire si c'est ça ou pas parce que j'ai pas la certitude. Parce que lui il m'a dit non, je dirais que quand on sera champion. Bon. Voilà. Bon, ils ont gagné en silver et deux pandas Ouais. sont nés en Sologne. Deux pandas sont nés en Sologne il n'y a pas longtemps en terre française. Voilà, donc c'était le week-end des pandas. Ils sont nés hier, je crois. Donc voilà, Ah, que des pandas en ce moment. ok. Ah bah oui. Voilà. C'est pas terrible ce que j'aime dire, mais c'est la vérité. Et il y en a un qui s'appelle, il y en a un qui s'appelle Pérez et l'autre Campank ou comment ça se passe? Il y a Ezekiel aussi. Non? Non, non, il y a Ezekiel aussi. C'est pas les triplés. Ah, merde. Ok. Et oui, c'est pas les triplés, Laurent. Je me déçois. C'est Ezekiel Pérez Campank. Campank, comme dit Laurent. Comme dit Thomas, pardon. Voilà. Bref, ça marche pas l'humour pourri. C'est mon humour pourri, pardon. Blague, blague à part Porsche, on en vient à Porsche et puis après on va passer à Aston avant de finir par Ferrari, bien sûr. Et Audi, Porsche, je et vais aussi Audi, t'en parler. Audi, Audi. Oui, oui, il y a Audi, T'as bien oublié sûr, bien Audi sûr. aussi. Je les ai fait dans le désordre. Et voilà, tout à fait. Je les ai Ah, fait dans le désordre, on va dire. Mais j'ai gardé les gros teams pour la fin, ceux qui ont brillé ce week-end. Porsche, la marque la mieux représentée à Spa. J'ai juste une question à te poser. Ne serait-ce pas les pneus, les nouveaux pneus Pirelli qui ont été amenés à Spa ce week-end, le week-end dernier, qui a causé, je dirais, le manque de performance des Porsche en général, même s'il y en a une qui a gagné en âme, mais c'était couru d'avance. Et le meilleur résultat, c'est P5 pour KCMG. Alors, il y a eu le crash aussi, on en perd une qui est la Porsche de Kevin Estre, donc de Rutroni, qui aurait pu jouer aussi les premiers rôles, pourquoi pas, quoique. Mais qu'est-ce qui a manqué à Porsche parce qu'il y a eu de la pluie, comme l'année dernière, donc Porsche se comporte plutôt bien sous la pluie normalement. Et puis finalement, les Porsche n'étaient nulle part. Il y a eu aussi des problèmes avec GPX comment on dirait, de fiabilité, bien sûr, avec des direction. pannes. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce qui a manqué à Porsche justement? Est-ce que c'est les pneus? Est-ce que. Je ne sais pas. Alors C'est la question que je me pose. déjà pour les pneumatiques, il faut savoir que les pneus sont les mêmes que l'année passée. Ce qui a été amené, c'est les nouveaux pneus pluie. Oui, Ok, donc il n'a oui, pas plu, tu vois, il n'a pas plu énormément. Donc les pneus pluie, toutes les équipes ont pu faire des essais de 2 jours, enfin surtout une journée, parce qu'il n'a plus de journée lors des essais de fin juin. oui. Maintenant, les pneus étaient bons. Maintenant, tu as aussi peut-être que la BOP était aussi peut-être un peu moins favorable à Porsche aussi. Ça a été très compliqué pour les Porsche. Il y a eu beaucoup de manque de grip en essai, où les pilotes se plaignaient d'une voiture qui glissait beaucoup. Forcément, quand tu vois la qualité des teams, quand tu vois la qualité des pilotes, tu te dis, bon, là, de toute façon, c'est bon, on peut plier les Gaules, c'est Porsche qui va gagner, parce qu'il y en a forcément une qui va être devant. Je veux dire, c'est pareil dans toutes les équipes. Et au fait, bah, c'est pas passé. C'est pas passé et ça aurait même pu mal finir si n'avait pas celle de KCMG. Et au final, c'est KCMG qui récupère tout parce que les deux meilleures Porsche à l'arrivée sont celles de KCMG hein, avec la 47 et la 18. Et les autres Porsche sont passés un peu à côté. Donc entre les sorties de piste, finalement, je pense qu'il fallait aussi se méfier de celle de Schnabel Engineering. Donc, personne n'aurait mis une pièce dessus, un copec, pas parce que c'était pas bon, mais parce que c'est un programme qui est un peu fait, tu vois, à la va-vite après le retrait de Tricadelli, et que la caisse n'était pas préparée, que les essais n'étaient pas terribles, que ça a été vraiment compliqué, que cette Porsche a toujours été très très loin. Maintenant, moi, quand tu vois le début de course qui a fait cette Porsche Schnabel, après, tu te dis, merde, on va aller peut-être la placer pour la victoire en général, enfin, ou pour un top ou un podium en général, tu vois. Et s'il n'y avait pas eu l'accrochage dans le Ouais. raidillon, Elle était Olsen, bien, hein. Elle était tu bien. vois, Olsen, Christensen et puis Mako, bah là aussi, ça va vite. Hein. Alors, tu me diras, Ouais, les ça autres va allaient bien. vite aussi. Bon, certes. On va vite, ou presque. Mais ouais, là c'est un peu on va pas dire la douche froide, mais c'est un peu la complication pour Porsche. On attendait beaucoup mieux de Porsche avec le nombre de voitures au départ et la qualité
et la préparation Ouais. des équipes et des équipages. Ouais. Justement, on disait tout à l'heure qu'à Monza et au Paul Ricard, Lamborghini n'a pas eu de chance. Porsche a récupéré, entre guillemets, hein, parce que Porsche a évidemment beaucoup de respect pour cette équipe qui fonctionne, enfin cette marque qui fonctionne plutôt très bien en général. Porsche gagne finalement à Monza et au Paul Ricard, pas parce qu'ils ont de la chance évidemment, mais de justesse, on va le dire comme ça, on l'a déjà parlé tout à l'heure. Et là, pour aux abonnés absents. Alors qu'au Nürburgring, ça a très très bien fonctionné pour Kevin S, par exemple, alors sur un circuit complètement différent. Mais c'est la question voilà, que je me suis posée. Est-ce que ces pneus pluie, qui certes, il a quand même plu moins que l'année dernière, mais voilà, c'est la question. Mais il me semblait que les pneus secs avaient aussi été légèrement modifiés. Donc, pardonne-moi si pour ce détail, je ne pensais pas que les secs étaient les slicks étaient les mêmes que Alors, en fait, étaient les mêmes que les. Pirelli a fait quelques ajustements aux gommes pluie après les problèmes de Monza sur une piste un peu séchante parce que en GT3, tu n'as pas d'intermédiaire. Tu as des pluies et des slicks. Et le problème, c'est que sur une piste séchante, on a connu beaucoup de crevaisons à Monza et on a bossé du côté de chez Pirelli pour ajuster quand même, pour avoir un pneu un peu plus polyvalent, un peu plus, tu vois, qui marche bien, qui a une fenêtre un peu plus large. Et a priori, ce que je sais, pour avoir discuté, échangé avec les pilotes, ce pneu-là a répondu plus aux attentes, mais bon, on n'a pas non plus utilisé une quantité astronomique de pneus pluie, hein, parce qu'il a quand même fait plus sec que de pluie. Mais bon, voilà. Ok, merci. Aston Martin, je t'avais dit dans le before, souviens-toi, est-ce que la question que je t'avais posée, est-ce que j'ai relu mes questions que je t'ai posées dans le before avant de faire ce live, Aston Martin, je t'avais dit, est-ce que ça ne serait pas la surprise, alors pas forcément la victoire en général, mais le podium, est-ce que ça ne serait pas la surprise des 24 heures de Spa 2021? Et je ne t'avais pas posé la question innocemment, sans me vanter bien sûr. Et finalement, c'est le cas, avec un équipage très très solide sur l'équipage 195, la 95 qui est troisième au général, avec Niki Tim notamment, d'excellents pilotes, et puis une troisième place aussi en silver. Je crois qu'Aston a fait des très très bonnes 24 heures de Spa cette année. Rien de plus à ajouter, tu as tout dit. Très C'est bonne vrai? 24 heures de Non. Spa, non, mais très bonne 24 heures de Spa, une voiture en pro arrivée un peu pareil à l'arrache, enfin pas à l'arrache, mais avec un programme qui s'est quand même décidé tard, pas de course de préparation, un Marco Sorensen qui est quand même moins affûté en GT3 que ses petits camarades, parce qu'il roule moins en GT3, il a moins le cul dans une GT3 que peuvent l'avoir un Niki Tim ou un Ross Gunn notamment. Donc forcément, c'est un peu plus, on s'attendait à ce que ce soit un peu compliqué. On avait un peu de renfort du staff Aston Martin Racing pour chapeauter un peu cet Aston en pro. Mais ça, là, je pense, autant McLaren, je ne sais pas si tu as des nouvelles équipes qui vont faire confiance à la McLaren, autant chez Aston, on aura normalement plus d'Aston Martin en pro l'année prochaine. Mais la prestation, c'est une belle prestation, hein. C'est une belle prestation aussi en silver. Si ça n'avait pas un peu déconné, on pouvait même faire, ça pouvait mettre bien en pro-am. Hein. Aston pouvait faire le carton à pro-am silver. Donc, Tout à fait, exactement. donc non, et c'est une belle édition des 24 heures de Spa avec cette numéro 95 qui a jamais surdominé, mais qui a toujours été là en fait, tout le temps. Ouais, toujours été là. Elle n'a jamais quitté Bon, les positions de tête avec une seule voiture. Et non, c'est selon moi quelque chose, une vraie satisfaction. Ouais. Et Aston qui était juste représenté par le garage 59 avec une en pro, une en pro-am et Ouais, une en silver. Voilà. exactement. C'est clair, c'est très 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 solide. Et un petit clin d'œil à Valentin Asclot, on essaiera de l'avoir en live bientôt, notamment sur ses fonctions de coach, on va dire, des jeunes en GT4. Voilà, ça va être intéressant. Normalement, on devrait l'avoir à l'automne. Voilà, je vais le Ouais, laisser tranquille. Je vais le laisser tranquille, il va venir nous voir. c'est un mec bien en plus, Valentin. Oui, je confirme. On l'a vu au Paul Ricard, il est adorable. Adorable. Voilà. Bon. Et rapide. Et rapide. Voilà, très rapide Oui. même. Ouais, ça avance, ça va fort. On termine par deux marques, Audi et Ferrari, qui ont fait le show, on va dire, à Spa cette année. On va commencer par Audi, Laurent, donc la 32, entre autres, parce qu'Atemto aussi, je vais te laisser parler, il n'y a pas de souci. Atemto a fait aussi une très très belle course. Bon, il y a peut-être qu'Audi aurait pu espérer un petit peu mieux, mais il y a quand même 3 ou 4 voitures dans le top 10. C'est plutôt pas mal.
Et finalement, la question que je te pose, c'est est-ce que la 32 est vraiment à sa place? Est-ce que finalement, elle pouvait, en partant 54e ou 55e, suite aux soucis en qualif, est-ce que c'est déjà beau de faire deuxième? Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu penses d'Audi sur ce 24 heures de Bah, Spa je, qui n'a pas été je pense que ridicule si pour le tu vas coup? demander, si tu vas demander aux pilotes de la 32 ou au team, ils vont te dire que c'est pas suffisant parce on espérait forcément la mettre au fond et transformer l'essai en partant depuis le fond de grille. Maintenant, moi je trouve que c'est une belle perf. On a tenté des paris du côté de chez Audi, notamment en fin de course, quand on a chaussé tout de suite les pluies, on a pris la décision de mettre les pluies alors que j'ai cru comprendre que la première décision était plutôt de mettre des slicks et qu'il y a peut-être certainement un qui a tapé du poing sur la table en disant non, on va mettre les pluies. Enfin, il n'y a rien à dire, il y a rien à dire sur la prestation de WRT avec cette 32. Franchement, c'est du limpide et tout le monde les voyait, tout le monde s'était foutu un peu de leur gueule après la qualif en disant ah, ils sont pas passés en super pole, c'est vraiment des peintres et tout. Ouais, enfin, ça c'est une vue de l'esprit et je pense que c'est pas du tout ça. Et remonter comme ils ont fait, parce qu'il a fallu prendre des risques hein, forcément au niveau des pilotes. Hein. Parce que tu remontes pas comme ça dans un plateau de 60, enfin pas 60, mais un peu moins de 60 furieux comme ça Ensuite, du jour au lendemain. Hein, il faut quand même un peu de temps. Et oui, qu'est-ce que tu veux je pense que la fin de course, je pense que ça aurait pu le faire. Ça s'est joué sur le fil à moins de 4 secondes. Bon, voilà, je pense que on a donné tout ce qu'on a pu et je pense que chez WRT, écoute, on a perdu, mais on n'a rien à se reprocher. La prestation complètement, globale elle est top. complètement. Ça Et aurait été même. Alors, vas-y, 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 Laurent. non, et juste parce qu'il y a une voiture dont on n'a pas parlé ou personne n'a parlé durant la course, c'est la voiture de Saint-Eloc, avec Marcus Winkelhock, Christopher Hase et Patrick Niederhauser, on n'a jamais vraiment vu à l'écran. Pourtant, elle a toujours été là. Elle finit sixième. Depuis que Saint-Eloc a le soutien d'Audi Sport, toutes les voitures ont vu l'arrivée. Il y en a même une qui a gagné en 2017. Je crois que l'équipage n'a pris aucune pénalité. Ok, aucune pénalité. Alors après, tu vas me dire, ouais, mais ils n'ont pris aucune pénalité et ils finissent que sixième. Alors oui, certes, ils finissent que sixième. Maintenant, ils n'ont pas eu de chance aussi avec les full course yellow et tout. Et ça aussi, ça fait partie un peu de la stratégie. Maintenant, juste pour faire un petit aparté, moi, je serais plus partisan pour cette course de Spa de mettre moins de règles spécifiques et d'ouvrir. Si tu veux, un peu comme on fait à Bathurst. À Bathurst, ça marche très bien. La course est ok, le circuit n'est pas le même et le circuit est magnifique aussi. Mais la course est magnifique parce que tu laisses un peu tout ouvert. Tu vois, tu fais un peu ce que tu veux en termes de relais, en termes de pilote, en termes de stratégie et tout. Et là, ça cloisonne un peu. Donc, tu peux très bien avoir de la chance avec un full course yellow, comme tu peux très bien avoir le fois d'après avoir de la malchance. Alors, ça fait partie du sport. Hein. Mais et puis ces deux Audi aussi, ces deux Audi aussi à Temto qui sont aussi dans le top 10. Hein. Ouais. Alors que la caisse de Christopher Miss, la 66, c'est celle-ci, tu disais après la pluie, quand ils ne l'ont pas fait rentrer et tout, tu dis bon ok, elle est rendue au 50e, allez on oublie, on passe à autre chose et terminé. Et au final, après, tu remontes. Il faut que tu remontes pour être dans le tour du leader, parce que si tu n'es pas dans le tour du leader, bah, tu es niqué. Et au final, cette voiture a fini dans le top 10. Alors, on attendait certainement mieux après le podium de l'année dernière. Maintenant, bon, voilà, je crois que c'est 9e. Bon, c'est pas mal. Alors, l'autre, elle est deuxième et pas dans le top 10. Hein. Je me suis un peu enflammé. Je crois qu'elle est un peu derrière qui roule en silver, mais c'est une belle prestation aussi. Ouais, 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 ouais. Non, c'était très, très, très solide. Hein. Très, très solide. Mm. Je t'avais dit Porsche, Audi et Lambo. Mais Audi, on a cette sensation qu'ils maîtrisent toujours un peu les choses. C'est cette sensation. Je te parle Bah, pas de la qualif, je te parle pas de. tu roules avec la même Vu les caisse depuis équipages. 2009. Tu roules avec la même caisse depuis Mais ouais, 2009. Alors, elle a évolué, certes, mais c'est la même voiture et les mêmes équipes qui la font rouler. Alors, pas toutes, hein, mais aussi bien du côté de WRT que de Saint-Eloc. Donc, forcément, tu connais la voiture par cœur, tu connais le circuit par cœur, tu connais cette course par cœur. Les deux équipes ont gagné avec une Audi.
Maintenant, tout le monde te dit que la BOP a toujours été favorable à Audi. Je ne suis pas persuadé que ce soit toujours le cas, évidemment. Mais non, non, moi je pense que voilà, Audi a fait ce qu'il fallait et que WRT a fait ce qu'il fallait. Et c'est la Ouais. deuxième place à 4 secondes. Bon. Alors, on n'est pas stratège, mais on a tous vu la fin de course. Comme tout le monde, j'ai mon avis et je me suis dit qu'ils ont bien fait de passer en pneu pluie. Ils ont fait la danse du ventre pour que ça tombe. Toi, c'est pas grâce à toi que la pluie est venue puisque tu n'as pas voulu chanter. Mais voilà, c'est pas passé loin. Après, tu peux dire, Mais tu ouais, peux juste dire, bon, après, ils ont passé les pneus pluie, hein. Les pneus pluie, évidemment, dès le début. Ils sont partis, là, il ne pleuvait pas vraiment, donc tu uses un petit peu, enfin, l'usure des pneumatiques n'est pas la même. Il faut aussi avoir les bonnes pressions avec le changement, tu vois, de pneus, de température et tout. Peut-être que ça a fait la différence en fin de course, dans le dernier tour, enfin, dans les derniers tours et tout, et que Alessandro Pierguidi est remonté parce que Dries Vanthoor, c'est loin d'être un amateur, il connaît le circuit par cœur, la caisse par cœur, c'est un bon pilote. Bon, bah écoute, Pierre Guidi a été un peu plus chaud et un peu plus opportuniste. Il a tenté un truc, là tu dis, putain, lui il est couillu quand même, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Il n'est pas sorti des limites de la piste et chapeau. à blanchiment, comme un grand. Et Dries Vanthoor a été très sport parce qu'il n'a rien fait, il n'a rien empêché. Bon, Il pouvait pas. il s'est dit, merde, mais je suis baisé, mais tu vois. Ouais. D'ailleurs, Dries Vanthoor dit dans une interview d'un média très sérieux, alors je ne sais plus si c'est le tien ou un autre, je ne sais plus parce que j'en lis tellement, il disait que c'est les pneus avant qui étaient inexploitables et qui ne pouvaient absolument rien faire. Ouais, ouais, ben, Ils sont tu sais, le problème de la fenêtre des pneumatiques, c'est que il faut que tu sois dans la bonne fenêtre, il faut que tu aies la bonne pression, sinon tu perds vachement. T'as des voitures, le problème, c'est que c'est un peu le travers du truc, c'est que tu as des voitures qui sont tellement proches les unes des autres, pas en termes d'architecture, mais en termes d'équilibre et de balance de performance, qu'à un moment, il faut faire la différence quelque part, et ça dépend comment tu pars, est-ce que tu as la bonne pression, est-ce que tu as. Tu vois, et ça Et joue le à. tour Mais sur le ça, c'est. sec, comme Ouais, tu dis, ouais. le tour sur le sec aussi, je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit ça. Alors, c'était pas complètement sec non plus, mais c'était pas Ouais, complètement mouillé. ouais. Le pneu n'a Bon, pas été usé beaucoup. non, 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 mais certainement que, certainement que les pressions étaient pas optimales par rapport à ça. Mais bon, voilà, on a tout tenté et ça, il se dit, il s'en est fallu de, je crois que Ouais, c'est 3 secondes 9. ouais, c'est ça. Pour partir dernier, tu veux le 3 secondes 978. Voilà. Bon, mais tu vois, 3 secondes 978. C'est tout à fait juste. Voilà. 4 secondes pour 24 heures. Pas mal. En partant 55e. Hum, Pas mal. C'est pas mal. Ouais, il manquait 4 secondes. hum, La prestation de Ferrari maintenant. Donc, on va d'abord commencer rapidement, parce qu'on va te laisser, Laurent, quand même, par deux très belles places en Pro-Am. Donc, la 53 et la 52 d'AF Corse, juste devant l'Aston Martin. Euh, c'est plutôt pas mal avec la victoire au général. Alors, on hum. parlait de l'équipage de la 51 victorieuse, bien sûr, au général. C'est un peu l'année de Ferrari à Spa, finalement. Parce que ça a été très, très, très solide aussi à F-Corse, hein, quand même. Le Barwell, pour le coup, la troisième place, c'est le Barwell, autant pour moi. Le Hum. Barwell n'a pas plus trop lutté, du coup, en programme pour la victoire, alors qu'ils ont gagné l'année dernière. Ouais, et c'est surtout que Barwell est toujours là hein, avec Lamborghini. Dès que tu as une Lamborghini en programme, c'est Barwell qui gagne. Bah, là, ça ne l'a pas fait. C'est pas Barwell qui a gagné, mais c'est Ferrari. Maintenant, bon, Ferrari, c'est la prestation, ouais, c'est la prestation d'ensemble et c'est la prestation parfaite. Là, il n'y a rien à dire. L'équipage, l'équipe, enfin tout, quoi. Tout a été d'une façon magnifiquement joué. Exact. Ouais, bravo. Et la 51, qui remporte ses 24 heures de Spa 2021, Total Energy, 24 Hours of Spa. C'est pas mal. Voilà. Qui remporte la course. Le dépassement dans Blanchimont en fin de course est juste extraordinaire. Je pense que, comme disait Thomas Bastin en commentaire, il a rarement vu un tel dépassement. Il a fait la même chose sur Maro Engel l'année dernière au Paul Ricard, je m'en souviens très bien. On avait parlé avec Maro d'ailleurs en live. Un Italien dans une Italienne. Il se dit voilà, je dois aller au bout. Il a les pneus pour, je pense. La voiture est mieux équilibrée à ce moment-là. Un dépassement de toute beauté, un Dries Vanthoor qui joue le jeu.
Et c'est juste extraordinaire. Et surtout, tu vas nous le dire, je pense, ou donner ton analyse. C'est une voiture, la 51, qui a tenu la dragée haute à tout le monde, du début à la fin, quasiment. Quasiment. Ouais, 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 tout à fait. Tout à fait. Maintenant, on a un équipage quand même qui était suffisamment solide. On a Alessandro Pierguidi qui est rapide, qui est très incisif, qui est un peu chaud avec les limites de la piste par moment. Et l'avantage, c'est d'avoir un comme Lodegar qui est quelqu'un de très intelligent, qui a une bonne analyse de la course, une bonne intelligence et qui lui est capable de lâcher un poil pour rester dans les limites de la piste. Et comme ça, c'est son petit camarade Alessandro qui va au charbon et qui lui est un peu plus chaud et tout. Donc ça, c'est plutôt bien joué. Un Niklas Nielsen qui est un peu un métronome sur le truc et qui est pas le pilote le plus expressif et le plus connu, mais qui est un pilote talentueux. Que la Ferrari, en termes de BOP, cette année, elle était bonne. Que la Ferrari, le dimanche matin, elle s'est mise à marcher parce que les conditions ont fait parce que la piste était favorable à cette voiture. Et puis, pour parler vulgairement, il y a ce putain de dépassement d'Alessandro Pierguidi à la fin, quoi. Ouais. Bah, je veux dire, ce truc, tu dis, bah, il va Quelle pas y belle aller, il va pas y conclusion. aller. Ou s'il y va, il sort. Et non, il y va, il reste. Et là, tu dis, chapeau l'artiste. Ouais. Ouais, fallait oser, quoi. Bah, fallait oser. Et puis, fallait oser que ça se termine bien. Et je te dis, Dries Vanthoor a été pour moi impeccable sur le sujet parce qu'il a pas fermé, il n'a pas bloqué, il a pas, tu vois, il a pas interféré dans le truc. Il s'est fait passer. Je pense même qu'au début, il a dû être surpris. Il a dû dire, putain, il ne va pas me passer là. Et en fait, il est passé et ça l'a tenu. Enfin, moi, c'est ce que j'ai expliqué dans un article en fin de journée, c'est que moi, je suis super content pour cette équipe Iron Lynx. Alors évidemment, on parle d'Iron Lynx, mais derrière, on a un peu quand même en backup un peu à F Corset d'Amato Ferrari, de Koblo Dogar, qui est un pilote, charmant au demeurant et qui a mis du temps à percer. Il a enfin encore une victoire à son palmarès et finalement, il a un super palmarès et un Niklas Nielsen qui cesse de prouver et de monter en puissance qu'il est au rendez-vous et tout. Et franchement, puis c'est bien. C'est un peu, c'est la première marque non allemande à gagner depuis 2011 aussi, quand même, hein, depuis l'arrivée des T3, donc c'est quand même pas rien. Et puis Ferrari s'est pris les pieds dans le tapis avec SMP dans le passé, s'est pris les pieds dans le tapis avec Kaspersky. Il y avait Kessel au tout début du Blancpain Endurance Series qui s'est aussi pris les pieds dans le tapis. Et c'est bien que cette Ferrari, elle arrive à sortir son épingle du jeu et à gagner. Puis c'est surtout le final qui est beau. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'on reproche de plus? Que ce soit la Ferrari ou l'Audi, à la limite, moi perso, je m'en fous du moment que la course est belle. Complètement. Tu Complètement. vois? Et donc, non, non, ouais, c'est très bien. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Chapeau à eux et on s'est régalé. Et quand on a un final comme ça vaut le coup de regarder une course de 24 heures. Et Bah, c'est pour ça que je trouve dommage que tout le monde ait plus, et nous les premiers, hein, parce qu'il a fallu rentrer dans le débat, mais donner son avis, mais qu'on ait plus parlé de savoir s'il fallait diffuser ces images d'un accident que de la fin de course entre Alessandro Pierguidi et Dries Vanthoor. bah, si ça Mais peut je te... pense qu'avec le temps, je te coupe, Jeff, je pense qu'avec le Non, temps, vas-y, Laurent. bon, on parlera, je pense, un peu plus de la fin de course. On se souviendra qu'il y a eu un accident, mais je suis pas persuadé qu'on se souviendra, on se dira, ah ouais, merde, on n'a pas vu les images. Tu vois, je pense qu'on se souviendra plus de la fin de course de la Ferrari Oui, parce que oui. le déplacement était juste incroyable. Et puis maintenant, quand les gens vont aller voir Alessandro Pierguidi, ils vont arrêter de lui parler de son tête à queue en 2013 et tout, où à chaque fois on lui remettait ça dans les dents. Et maintenant il va dire, hey, les gars, vous allez me parler de mon dépassement là, de l'Audi là sous la pluie dans Blanchimont. Ouais. Exactement. Non, non, sur notre groupe Endurance Live, ça a pas mal parlé de ce dépassement. Pas beaucoup du crash, très, 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 très peu. Je me suis permis de faire une publication en soutien des pilotes et de Jack Aitken, bien sûr. Pour le soutien, le pilote, voilà, il ne le verra peut-être pas, mais c'est pas grave, on lui a apporté notre soutien de notre façon. Pour rappeler aussi que le sport automobile est dangereux. Mais voilà, donc ça a plutôt commenté et des gens plutôt sympas et on ne nous a pas demandé des images pour le coup. Donc ça a plutôt Bon, commenté le dépassement et la fin de course. Voilà. Je parle de ok. chez nous. Voilà. Ouais, 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 Je parle de chez nous parce ok. que je sais qu'ailleurs, et je vais un peu partout, Laurent, tu sais, je regarde, hein. Mais voilà, T'as raison. voilà. C'est sûr que sur certains réseaux, c'est un petit peu plus chaud qu'ailleurs. Voilà. Laurent, un sujet chaud aussi, mon cher Laurent. Les limites de la piste, tu écrivais
Je me souviens avant Spa que la récréation allait être sifflée. Tu me dis si je me trompe. Moi, j'étais assez pour dans le Before ce système technologique assez adapté pour mettre fin à cette récréation et punir, entre guillemets, bien sûr, pénaliser plutôt les pilotes qui abusent des limites de la piste. Est-ce que toi, tu trouves que ce système très avancé a suffi à remplacer les bacs à gravier? Est-ce que tu penses que ça a été un bon choix de l'année à Spa? Est-ce que tu penses que ça a été une réussite sur cette course-là? Voilà, je te laisse donner ton avis. Bon, alors, c'est compliqué. Tu as déjà eu 12 avertissements en Superpole sans trafic, déjà, tu vois. Donc, on a même sans trafic, on a quand même des voitures qui sont sorties et tout. Je crois que je crois que c'est 28 heures de temps de piste sur ces 24 heures de Spa. Je crois qu'il y a eu environ 1000 avertissements, quand même. Bon, il y en a eu plus en GT4 European Series, hein, mais, alors que la course est plus courte. Mais 1000 avertissements et il y a dû y avoir une centaine de pénalités de données. Tu vois, donc ça donne déjà une idée. On avait un nouveau système qui est un système suisse qui s'appelle 3D Timekeeping, donc avec un boîtier sur une voiture, pour ceux qui ne connaissent pas encore, un boîtier sur une voiture, un boîtier à l'intérieur, et ça donne des infos à un ordinateur. Et le circuit est scanné, et à chaque fois, chaque équipe a un tableau de bord avec sa propre voiture, et tu reçois une captation vidéo de ta voiture qui sort de la piste. Okay. Bon, c'est la première fois que ce système était en place sur toutes les voitures. Il y avait des essais qui ont été faits sur certaines voitures depuis le début de saison. Écoute, je pense que le système doit encore être optimisé. Je veux dire, tu passes pas de 3 voitures en test sur une course de 3 heures ou de 2 heures en sprint, de 1 heure en sprint, pardon, enfin 2 fois 1 heure, à 58 voitures sur une course de 24 heures à Spa-Francorchamps, tu vois. Donc, je pense qu'il faut laisser un peu de temps au temps. C'était aussi, je pense, un peu dissuasif, hein. C'est comme quand tu mets des radars fixes sur le bord d'une route. C'est aussi pour prendre les gens, mais c'est aussi pour dissuader les gens d'aller vite. Et bien là, c'est pour dissuader les gens de sortir de la piste. Parce que les pilotes se sont dit, merde, là, on est surveillé. Là, il y a un truc par GPS. Donc là, on va se faire gauler. Bon. Est-ce que ça a marché à 100% le système? Je ne suis pas persuadé. Mais bon, après, je te dis, c'est du test, hein. Il faut bien se lancer. Oui, donc il faut un peu de temps et puis il faut trouver des solutions. Maintenant, moi, je reproche, et là-dessus, je suis pas d'accord avec tout. On se chicore souvent avec mon ami Thomas, mais là-dessus, je pense qu'on est d'accord à 200% sur le truc. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est qui paye. Donc, en fait, tu as un problème de circuit, parce que c'est un problème de bac à sable, d'aménagement, de circuit F1 et toutes les conneries qu'on peut voir, parce que franchement, tu vas dans d'autres pays, il n'y a pas tout ça. Et il n'y a pas plus d'accidents. Je veux dire, tu vas au Japon, tu vas aux États-Unis. Je veux dire, en fin de semaine, tu as un meeting IMSA à Road America. Road America, moi j'y suis allé. Tu sors, tu n'as pas trop de track limit à Road America, tu vois. Tu es directement dans l'air, mais après, c'est la raille ou les pneus. Et on fait rouler des pays, on fait rouler des protos. Et là, donc les circuits sont plombés par la F1. Et tu fais payer au team l'installation d'un boîtier, du matériel. Et tu dis, ouais, mais les gars, là, vous rigolez. C'est ça qui me chagrine un peu, moi. C'est quand tu perces le toit de la voiture pour mettre le boîtier, mais à un moment, ça se paye, ça. Il faut payer le système, il faut payer le boîtier. Donc, tu fais encore payer ça aux équipes, et on fait comment pour les GT4? On fait payer aussi les équipes pour les GT4 pour mettre sur chaque toit de voiture un boîtier, parce qu'on a un problème pour les GT3 sur les 24 heures de Spa, mais on a le même problème pour les championnats GT4. Pour moi, c'est pas normal de faire payer ça, de faire payer ça aux équipes qui dépensent déjà beaucoup d'argent. Tu rajoutes un truc c'est pas de leur fait en fait ce problème, c'est les circuits qui sont mal faits. Non. Où on a fait des dégagements pour répondre à la Formule 1. Et maintenant on va changer les dégagements parce on fait venir de la moto. Bah, ok, on va changer, mais il va devenir quoi le Raid Dion? Est-ce qu'il va toujours être aussi entre guillemets challenging? Ou est-ce qu'on va faire un virage comme on a fait la parabolique à Monza avec un espèce de parking avec du goudron partout? C'est ça le truc. Alors après, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut qu'il n'y ait plus d'accidents? Est-ce qu'on veut il faut mettre des bacs à gravier? Peut-être que certainement, s'il y a des bacs à gravier, moi, ce qui m'a interpellé, c'est le message que tout le monde a vu de Kevin Estre sur les réseaux sociaux aujourd'hui, où lui, il a Oui, plus peur de sortir de la piste pour les track limits que pour un accident. Tu vois, et ça, je me dis, puis il a raison en plus. Et tu dis, merde, là, on a quand même touché le fond du fond quand même. Ouais. Mais Laurent, de toi à moi,
t'as pas l'impression qu'on tourne en rond et que finalement on trouvera jamais la solution. Bah, C'est basique ce que je viens de j'espère, te dire. mais si, Mais je si regarde le parce sport qu'il auto depuis 30 ans et je me mais il y a dis, d'autres on tourne un solutions, peu en rond quand même. il y a d'autres solutions. Alors, est-ce qu'elle est mieux, est-ce qu'elle n'est pas mieux, l'autre solution? J'en sais rien, mais je sais que bon, là, on a un système comme ça, mais il y a d'autres paramètres, il y a d'autres solutions. Il y a un système qui est fait par Alcamel qui, pour moi, me paraît plus simple de mon point de vue. Mais attention, moi, je ne suis pas pilote, je ne suis pas équipe et je ne suis pas officiel. Donc, c'est juste mon point de vue à moi. Parce que tu n'as pas à intervenir sur les voitures. C'est un peu comme si tu mets des radars fixes sur le bord des pistes. Ouais, je vois. Tu as des caméras, ils scannent la piste est scannée et tu as une ligne. Et si tu sors, eh ben, tu es pénalisé, tu reçois une photo, plaf. Comme il y a à Manicourt. À Manicourt, ils ont ça dans certains virages, tu vois. Et là, tu n'impactes pas les équipes. Un système permanent, Ben, un système qui puisse être extérieur à la adaptable à voiture. tous les champions, qui puisse être adaptable au GT3, au GT4, Oui, au GT2, à tout le au monde. tourisme, à tout le monde. Parce que là, on est en train d'essayer de régler. Moi, je trouve qu'on est en train essayer de régler un problème de GT3. Mais on ne veut pas régler un problème de GT3, on veut régler un problème général. Pourquoi on choisit un système qui coûte aux équipes et qu'on ne prend pas le système que je ne connaissais pas, je te l'avoue. Ça, moi, Je j'en ne sais te rien. demande pas forcément de répondre à cette question, hein, je ne vais pas te mettre dans Non, mais je suis l'embarras. pas. Je suis pas. Ah ben, c'est pas dans l'embarras. Je suis pas commercial. Voilà. Moi, j'ai vu le système. J'ai vu les deux systèmes de mes yeux. Les deux systèmes sont très bien. Le système 3D timekeeping qui est en place. Tu as un tableau de bord, tu as une photo, tu as un truc, tu as les noms le nom de ta voiture, donc c'est très bien. Mais maintenant, je te Il n'est dis, pas moi, ce qui me transposable chagrine, bah, et puis ce qui me à tout le chagrine, c'est monde. que bah, tu vas pas mettre ça sur toutes les voitures, dans toutes les catégories. Ben non. Ok. Donc ça me paraît un peu, ça me paraît un peu beaucoup. Maintenant, j'ai pas moi, je te dis, j'ai pas la solution. Alors, si, il faut mettre des bacs. Il faut mettre des bacs. Et ouais, on va ramener du sable. On va ramener du sable. Voilà. Non, mais il y a Mais des non, solutions mais technologiques. Moi, je suis. bah, Ouais. tu mets des bacs. Alors, c'est sûr que si tu regardes la Super Pole et tu dis, et moi, je me suis fait la même réflexion d'ailleurs, je me dis, putain, attends, tu as un pilote en piste, il a le droit à un tour lancé, enfin deux tours, et tu dis, et en plus, il sort de la piste. Mais c'est quoi l'idée? Et au final, quand tu grattes un peu, quand tu discutes avec les pilotes, quand tu réfléchis, tu vas un peu plus loin le bout de ton nez, tu dis ouais, en fait, le problème, c'est que les caisses sont tellement proches les unes des autres, bah, tu es obligé de donner au maximum et que même si tu es seul, bah, il faut que tu essaies de trouver les limites de la piste et qu'à un moment, si tu ouvres un peu, si tu donnes un peu plus d'angle au volant, bah, tu vas peut-être sortir un peu et ton temps, il va être adulé. Bien sûr. Donc le truc, c'est que le championnat est tellement professionnel, tellement relevé, bah, que tu joues avec les limites. Maintenant, bon, il faut arriver à trouver un système et puis il faut trouver un système aussi qui fonctionne la nuit, qui fonctionne pas que le jour. Donc il faut que tu vas pas te faire flasher. T'imagines, c'est pas comme sur la route. T'imagines, tu es en train de piloter ta caisse et tu sors et pouf, tu as un flash qui te vient dans la gueule. Donc là, faut peut-être pas exagérer. Mais non, mais sérieusement, c'est un système sur une course de 24 heures. Donc là, ça impacte pas tout le monde parce que tout le monde ne fait pas des courses de 24 heures. Mais par exemple, tu vois, les limites de la piste à Spa, tu fais les 25 heures Fun Cup, tu as 110 bagnoles, tu fais payer aux 110 teams un boîtier à mettre sur la voiture. Non. Je veux dire, c'est quand même des séries qui sont entre guillemets amateurs, mais eux aussi Amateur, ont le bah droit oui. de respecter, les limites de la piste et doivent avoir aussi un système qui est adapté à leur course et à leur discipline à eux. Ok. Donc tu vois, c'est un peu le chien qui se mord la queue parce que j'ai pas Ce que vraiment je la disais tout à l'heure. solution. Et j'ai pas vraiment la solution, mais je pense qu'à terme, on va arriver à trouver. Le problème, c'est que ça fait 10 ans qu'on me dit, ah bon, on va trouver. Bah ouais, mais ça fait 10 ans, c'est toujours le même bordel. Donc, bon. Il n'y a pas une réelle volonté de mettre fin à ça, je trouve. Bon, voilà. Bah, le Laurent, problème, c'est qu'il faut que quelqu'un paye. oui, c'est toujours le même problème. C'est toujours le qui paye. Ah, c'est toujours le qui paye. Normalement, c'est celui qui décide qui Exactement. paye. Voilà, chez nous, c'est comme Ouais. ça. Laurent, merci beaucoup pour ton avis là-dessus, c'est très intéressant. Ne casse pas ta chaise ni le studio, voilà. Non, non, c'est bon. Reste bien avec nous, on a presque fini. Bon, tu sais, c'est la tradition maintenant. Alors, je reviens sur ce que je dis. Excuse-moi, Alban, de ne pas avoir parlé de Laurence Vanther, qui a eu un accident avec un quad qui se baladait dans la pit lane. Voilà, donc on lui souhaite aussi un bon rétablissement. Laurence n'a pas pu, était chez KCMG, bien sûr. Il n'a pas pu finir les 24 heures de Spa et il a laissé ses deux camarades piloter pour finir. Évidemment, on lui souhaite bon rétablissement, Mais je ainsi peux qu'à tous les juste, autres. Vas-y, juste pour dire, ça aussi, c'est un peu une plaie dans les paddocks. Hein. Les quads, les mecs qui roulent comme des branques avec leurs quads
Enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être à deux doigts de me faire shooter par un quad ou d'être à deux doigts de me faire shooter par une trottinette. Confirme. C'est un peu à la mode, mais il y a enfin, moi, je te dis, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et si tu te fais shooter par une trottinette ou par un quad, tu prends cher quand même. Donc, Ouais, ouais, tout à bon, fait. Si vous êtes avec une poussette dans un paddock et ça arrivera bientôt, faites très attention parce qu'effectivement, il y a des paddocks où ça roule très vite et je l'ai déjà remarqué. Je ne le cache pas, c'est pas ouais, mais c'est un pour me peu. vanter, mais je t'assure que ça m'est déjà arrivé. C'est un peu, ouais, ils font pas toujours très attention. Voilà. Non. Laurent, merci pour ces éclaircissements. Euh, Tu sais bien, la tradition chez nous, c'est donner le mot de la fin, mais avant ça, Laurent, tu avais décidé d'offrir 2 abonnements à Endurance Info pour celui qui trouverait l'équipage ou la marque qui gagnerait donc au jeu de pronostic qu'on a fait sur notre groupe, donc Endurance Live. Personne Si n'a tu, trouvé. si tu me dis que c'est Thomas Bastin qui a gagné, alors là, je te dis chapeau l'artiste. Non. C'est pas Thomas. Ah, C'est pas Thomas. Il n'avait pas pronostiqué la voiture victorieuse, mais il a été bon. Il avait dit Ferrari. Ouais. En tout cas, Il a chez été nous, bon. personne n'a trouvé. Personne n'a trouvé. Ok. Bon. Alors, je te propose qu'on les remette en jeu. Ouais, et ben on les remet en jeu pour les 24 heures du Mans. Allez, ça marche. Je les passe à Alban parce qu'il ne faut pas Vendu. déconner. Il faut que les membres d'Endurance Live travaillent un peu plus, entre guillemets. Et je rigole, bien sûr, pour trouver le montant. On va les mettre en jeu pour le Mans. Ouais, ouais. Ça marche. Ok. Je te laisse le mot de la fin. On s'est encore une fois régalé, Laurent. Beaucoup de monde sur le live. Ça augmente, ça fait plaisir. Il y avait pas mal de monde, pas mal de commentaires. Désolé de ne pas pouvoir les lire. La configuration du live ce soir, vous avez vu, c'est un petit peu différent. On n'a pas pu streamer comme d'habitude, donc c'est pas grave. On a le contenu, comme dit Laurent, et c'est l'essentiel. On a eu les conseils avisés de Laurent, donc de son site Endurance Info aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à y faire un tour souvent. On relaie pas mal de choses aussi sur notre groupe et on se régale à chaque fois sur ces lives. Voilà. Merci Laurent pour ce débrief des 24 heures de Spa. Je me suis régalé. Merci pour tout ce que tu Merci fais à aussi à toi. l'antenne au SRO. Et puis, je te donne le mot de la fin, mon ami. Voilà. Le mot de la fin sur les 24 heures de Spa. Ce que tu veux. Ouais. Ouais, bah oui. Ouais. Écoute, Je te laisse conclure. alors le mot de la fin, ça va être un coup de gueule. Ouais, vas-y. C'est On est là pour ça. c'est le coup de gueule et le micmac certainement politique sur l'accueil du public aux 24 heures de Spa avec des trucs qui sont totalement, je n'ai pas de mots, j'ai pas de mots qui me viennent en tête, mais où on change les règles, en dernière minute, on te dit qu'il faut ça, puis après il faut ça, puis en fait il faut plus rien. Et c'est pas comme ça, enfin je veux dire, c'est pas comme ça qu'on va faire revenir les gens sur les circuits. Et le problème, c'est que les gens comprennent rien. Je veux dire, on te pousse à te faire vacciner et après on te dit, ah mais tu peux pas venir sur un circuit en plein air parce que même si tu es vacciné, ils font un test PCR et tu pourras aller que là et pas là. Ah ok. Puis après, 2 jours après, on te dit, ah mais en fait, si, tu peux venir, mais on change, mais il faudra quand même un test antigénique. Ah ok. Puis après, on te dit, mais en fait, non, il faut plus rien, mais il faudra avoir un masque. Et là, tu dis, mais ouais, mais. Et là, c'est pas un problème de circuit, c'est pas un problème d'organisateur, c'est plus un problème politique. Bien sûr. Et je pense qu'il doit y avoir quelqu'un qui a, je ne sais pas qui, hein, mais quelqu'un qui a dû merder sur ce coup-là parce que tu peux très bien aller voir un match de foot au Standard de Liège et être dans une tribune de foot pendant 90 minutes et sans que personne ne te demande rien. Et tu peux pas être sur une course Écoute, automobile Laurent, sur un circuit à l'extérieur, à Spa, et que tu dis ça. Donc SRO a été obligé de se plier aux décisions gouvernementales, donc ça a été annoncé la veille. Et tu peux pas leur en vouloir à eux, comme tu peux pas en vouloir au circuit. Et si tu regardes le site internet du Grand Prix de Formule 1 qui va se dérouler à Spa bientôt, c'était totalement le contraire. Donc, enfin, tu vois, il y a toujours, ce qui m'emmerde un peu, c'est qu'il y a toujours deux poids, deux mesures. Donc, tu as un peu l'impression qu'il ne fallait pas faire de vague avant le Grand Prix de Formule 1. ouais. Donc, je trouve ça un peu. J'avais dit que c'est toi j'avais dit que c'est toi qui conclurais, mais je peux presque conclure un petit peu à retour sur ce que tu dis, parce que pour une fois, c'est pas pour une fois, c'est pas d'accord avec toi. La finale de la Coupe d'Europe de football, on met 80 000 personnes sans masque dans un stade de foot à Wembley. Et moi, j'hésite à faire 1000 bornes pour aller à Spa parce que j'ai peur de me prendre la porte dans la tronche, parce que je ne peux pas rentrer, parce qu'on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas comment ça se passe. Donc, je suis comme tu me l'as dit en privé, reste dans ton canapé, et j'ai bien fait. Et voilà, et donc c'est pas normal. C'est pas normal, et il y a beaucoup de gens déçus dans le groupe.
je ne les citerai pas, ils ont été très très déçus et ils habitent pas loin de Spa. Ouais, mais je comprends, Voilà, c'est un je peu. comprends, C'est pas normal. mais par C'est contre, pas normal. il faut s'en prendre aux bonnes personnes. Il faut s'en prendre aux bonnes personnes. Je veux dire, Tout à fait. ça n'arrangeait personne. Ça n'arrangeait personne qu'il n'y ait pas de public. Je veux dire, Bah, bien. comme l'a très bien dit Stéphane Rattel, c'est une fête. Il n'y a pas de concert, il n'y a pas de parade. C'est pour assister à un événement complet, à un tout. Et là, on peut pas faire ça. Donc Non. tu peux pas changer comme ça ton bonnet de côté tous les 2 jours parce que les gens ne vont pas venir. Je veux dire, c'était déjà suffisamment Ouais, contraignant, il faut faire un test. Puis on te dit, bah ouais, mais je suis vacciné. Bah, ça sert à quoi d'être vacciné? Et puis après, on te dit, ah bah en fait, non, tu peux venir quand même. Ah, ok. c'est bien. Voilà. Et que nous, on soit vaccinés parce qu'on vit enfin, moi, nous, on a subi des tests antigéniques toutes les 48 heures. Mais ça, c'est pas un problème. Je veux dire, à un moment, on est dans un truc clos, enfin clos, je parle à une enceinte, hein, je parle pas clos à l'intérieur, mais dans une enceinte. Et pour le bon déroulement du meeting, moi, perso, ça ne me dérange pas d'être testé toutes les 48 heures. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le meeting ait lieu et que la course puisse avoir lieu, tu vois. Donc, mais je Bien trouve sûr. dommage qu'on change les règles du jeu comme ça et que tu te rends compte que ce soit en Belgique ou en France, en fait, c'est le même bordel. C'est le bordel partout. C'est moi qui l'ai dit. Non, mais on peut pas dire le contraire. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux Ah, bah non, pas le contraire. enfin, je suis pas politicien, mais ça me semble un peu compliqué. Et là aussi, encore, il faut faire attention parce que le sport auto est déjà suffisamment maltraité et mal vu d'un point de vue, on va dire, général. Comme je disais tout à l'heure, hein, c'est bruyant, ça pollue, ça coûte cher et ça sert à rien. Enfin, si j'extrapole, hein, j'extrapole un peu l'esprit des gens, mais c'est un peu ça, tu vois. Sauf que les gens Donc ça, je trouve oublient dommage. sauf que les gens oublient, enfin ceux qui oublient ou qui ne savent pas, et il ne faut pas leur en vouloir, les gens ne savent pas tout, et nous non plus d'ailleurs, c'est que le sport automobile est vecteur de plein plein de choses, des avancées technologiques, il y a énormément de choses qui tournent autour de l'automobile, et puis que bah, c'est des fois ces gens-là qui pensent la même chose, qui disent que le sport auto ça sert à rien, bah, prennent tous les jours leur voiture pour aller chercher le pain. Voilà. Donc c'est un peu dommage des fois de penser ça ou d'entendre ça. Je vous renvoie aux propos de Bruno Van Vestik qui sont absolument formidables et qui dit pourquoi les 24 heures du Mans existent et pourquoi cette course doit encore avoir lieu pour toujours. C'est un peu dans le même style ce que tu dis aussi, mais je vous renvoie à ce que dit Bruno et il le dit en fin du live qu'il a réalisé avec Bruno, avec Alban il n'y a pas très très longtemps. Et je l'ai écouté en replay hier quand je faisais la route. Et c'est très très intéressant et ça va dans le sens de ce que tu dis et dans le mien parce qu'on n'a rien sans rien et que le sport automobile apporte énormément de choses. Hein. On pense au projet H24 par exemple qui est en cours pour les prochaines 24 heures du Mans. Voilà, donc le sport auto, c'est pas sale. Si, bah, comme tout le monde, enfin, tout est plus ou moins sale de toute façon, donc il n'y a rien de propre aujourd'hui. Il n'y a rien de propre aujourd'hui. Bah, Tout le il y monde a, pollue, même moi je pollue. Ce qu'on fait là en ce moment, on pollue. Voilà. On pollue parce qu'on utilise l'électricité, parce qu'on utilise un réseau social qui oui, pollue oui. aussi. Voilà. On pollue tous. Voilà. Et, bref, bonsoir. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas grand-chose à rajouter avec ça, mais c'est sûr que je suis pas sûr qu'on se pose les bonnes questions, qu'on se pose les bonnes questions. Tu vois, je suis pas persuadé. Maintenant, c'est pareil. Hein, je suis pas, j'ai pas de leçon à donner ni rien. Hein, mais Non, moi non plus. Moi quand non plus. non, non, Moi non, non plus. Mais il y a des choses qu'il faut pas oublier. quand je vois on est à l'aube du tourisme spatial et qu'on te gave toute la journée de pub avec des voitures électriques qui sont capables de faire une autonomie de 300 km, quand même, tu vois, je suis un peu sceptique sur le truc. Et puis que dès qu'il fait froid l'hiver, on est obligé d'acheter du courant à nos voisins européens parce qu'on n'en a pas assez pour nous. Puis qu'on te dit, ouais, mais il faut acheter une voiture électrique et tout. Ouais, enfin, sauf que si demain tout le monde achète une voiture électrique, on va être dans le dur en termes de recharge et en termes de trucs. Donc tout le monde va faire la queue à la station pour recharger enfin bon. Donc bon, ça Laurent, c'est un débat sans fin, hein, de c'est toute un débat façon. sans fin, exactement. Mais si on ne peut pas produire assez d'électricité, on pédalera. On va pédaler. Toi qui adores le vélo. Le vélo, Bah, impeccable. ben Ouais, voilà. Tu vois, le belle vélo. conclusion, non? Bon. Ouais, après monter à Spa en vélo, ça va être compliqué avec les bagages, mais bon. Tu pars 5 jours avant et Thomas Bastin préparera ton petit paquet là-bas et t'accueillera avec les éclairs au chocolat, le café dans la tasse.
et tout le Alors reste. ça, là, ça va être compliqué là, parce que vu comment il est, il est un peu, il est plutôt maladroit avec le café, donc là j'ai peur que ça se complique un peu. Mais je le D'accord. saurai à chaque fois maintenant je mettrai un truc noir comme ça, il n'y aura pas de problème avec le café. Ouais, noir ou à tablier. Ou un tablier, exactement, ou un Un tablier. Ouais. tablier zéro. Il s'en fout parce qu'il est en vacances en plus, cet animal. C'est vrai? Non, tu Ouais, l'as pas dit ça. si, Ah, il est il est en en vacances. vacances. Eh ben, on lui En souhaitera bonnes France en plus. vacances. En En France en France. plus. Bon. Ouais. Il est au chaud? Ouais. Il est venu vers la chaleur? Je pense qu'il fait un mix. D'accord. Très bien. Trop chaud et pas chaud. Très bien. OK. Bon, Laurent, on va conclure. Je te remercie beaucoup, beaucoup encore une fois d'avoir passé c'est presque 2 heures ensemble, quasiment. Ben, merci Euh, à toi. ouais, c'est toujours un plaisir. On va continuer, hein, ceux qui nous regardent. N'hésitez pas à partager le live, aller visiter, évidemment, lire les articles de Laurent sur Endurance Info. Et puis, n'hésitez pas à commenter aussi ces publications et à vous abonner si vous le voulez. Et puis voilà, merci de votre fidélité. À très très vite. Merci Laurent et à bientôt. À très très bientôt pour les 24 heures du Mans Merci avec Alban. Jeff. Ouais, ça marche. Ciao. Ça marche. Bonne soirée à tous. Merci Laurent encore une Merci. fois. Ciao, ciao, Salut. ciao. Ciao, bye bye.